Bonsoir à tous. Après quelques semaines de congé, je suis très heureuse de vous retrouver sur les antennes de Spectrum Télévision. Évidemment, c'est mercredi. Évidemment, c'est la nuit du sport qui démarre à l'instant sur vos antennes. Merci déjà à mon collaborateur Erwin Don Jumper qui vous aura entretenu au cours de ces dernières semaines, notamment autour de l'actualité brûlante relative à la gestion de l'équipe nationale de football senior du Cameroun. Et depuis la nomination par le ministère, vous le savez, du nouveau sélectionneur Marc Brice, sans l'implication de la Fédération camerounaise de football dans le processus de recrutement, on assiste à une crise sans précédent entre les deux institutions. Plus les jours passent, plus les acteurs se radicalisent. Et c'est dans ce contexte tendu que les Lions indomptables préparent actuellement à Yaoundé la double confrontation contre Cameroun-Cap-Vert le 8 juin et Angola-Cameroun le 11 juin du côté de Luanda. À la veille donc de ces matchs, la question que nous nous posons ce soir est celle de savoir est-ce que la crise actuelle entre le ministère et l'Africa Foot peut affecter les performances des Lions indomptables? Et cette problématique va nous amener tout à l'heure à revenir sur les faits saillants de la crise actuelle d'une part et d'autre part à analyser les forces et faiblesses des différentes équipes en passant évidemment par l'actualité autour de l'équipe nationale. L'émission est interactive, ne manquez pas de nous donner votre avis par SMS au numéro qui va s'afficher tout à l'heure. Et avec le concours de la réalisation, nous espérons également aller du côté de la France et des États-Unis. Question d'avoir aussi le regard de la diaspora camerounaise par rapport à ce qui se passe actuellement dans notre football. Nos invités en plateau ce soir, Ernest Mabouka, entraîneur de football, que je retrouve avec plaisir. Bonsoir coach. Bonsoir Lydie, bonsoir aux téléspectateurs de Spectrum TV, bonsoir à nos co-panélistes et bonsoir à ceux qui sont à la technique, les caméramans et la grande équipe de Spectrum TV. Juste à côté de vous, Serge Zambo, analyste de sport. Serge, bonsoir. Bonsoir Lydie, très heureux de me retrouver une fois de plus sur ce plateau. Et j'aimerais quand même dire à ceux qui pensent qu'on ne nous regarde pas que nous sommes très regardés. Nous avons eu des prix très récemment, l'année dernière exactement, dans le cadre, troisième prix déjà, dans le cadre de la Nuit des Sports. Je voulais saluer tous les Zénois qui se retrouveront, je voulais saluer ma petite famille, je voulais également saluer tous les téléspectateurs du monde entier qui nous regardent en ce moment. Voilà. Je pense que le message est passé. Il est passé. Je ne vais pas savoir d'où ça vient, mais le message est passé. Il y a beaucoup de choses qui se passent en journée. Également en plateau ce soir, Jean-Paul Fondio, il est équipementier entre autres. On va peut-être rappeler aussi que pendant longtemps, du côté de la France, il a été prestataire, je pense, auprès du ministère des Sports français. C'est bien ça, Jean-Paul? Bonsoir. Bonsoir Lydie. Ça n'échappe à personne que c'est toujours un plaisir incommensurable que j'éprouve à me retrouver à tes côtés, à retrouver mon ami le coach Mabouka et les autres panélistes que j'ai souvent plaisir à écouter. En fait, je ne veux pas aborder la casquette d'équipementier aujourd'hui. Vous avez plusieurs casquettes? J'en ai plusieurs, parce que dans ma quête d'expérience, j'ai dû travailler aussi dans l'administration, la très haute administration française. J'ai été, pendant le temps d'un week-end, j'ai joué le même rôle que M. Tolo à l'Africa Foot. C'est-à-dire que moi, j'étais à l'époque auxiliaire d'administration. D'accord. À la direction des sports. Du Cameroun ou en France? Non, c'était en France. Il y a longtemps. Il y a longtemps. À l'époque, quand Yannick Noah a gagné Roland Garros, j'ai travaillé. En 83. Voilà, en 83. J'étais tout jeune. Entre-temps, j'ai pris de l'âge quand même. Ça fait quand même 40 ans en arrière. Donc, j'étais un jeune, pas fonctionnaire, j'étais auxiliaire d'administration. Et puis, un jour, bon, je ne sais pas si vous voulez, je vous raconte ça tout de suite. Il faut voir rapidement parce qu'on a encore un plateau de corps de l'émission. Ok, planté bon, alors on va revenir. Voilà, vous revenez dessus. Donc, je vais aborder la casquette d'un ancien auxiliaire de l'administration qui a eu à traiter avec les fédérations. Et je vais vous édifier sur les rapports, les rapports entre une fédération et sa tutelle. Voilà. Billet Tanga, Martin Billet Tanga, coach de foot. Bonsoir coach. Bonsoir Lydie, bonsour aux co-panélistes, bonsoir à tous les téléspectateurs de STV.
Merci d'être là. On va donc démarrer rapidement avec la pause actu. Et on s'intéresse au cyclisme et on devrait donc rapidement joindre Jean-Baptiste Biaye. Jean-Baptiste Biaye qui est en charge de la communication au niveau de la Fédération camerounaise de cyclisme. Rappelons qu'actuellement le Cameroun accueille ou alors la Fédération organise le Tour cycliste international du Cameroun. La caravane vient à peine d'entrer dans la ville de Douala. Douala qui demain accueille la 6e étape après la 5e qui s'est déroulée aujourd'hui du côté de la région de l'Ouest. Pour en savoir plus, on a en ligne et en direct depuis quelque part la ville de Douala Jean-Baptiste Biaye. Il est responsable de communication de la Fédération camerounaise de cyclisme. Jean-Baptiste, bonsoir. Allô Jean-Baptiste? Quelques soucis avec peut-être notre intervenant. On va réessayer de joindre une fois de plus Jean-Baptiste. Question d'avoir le point de cette journée et aussi de voir comment ça se prépare déjà la 6e étape prévue hier dans la ville de Douala. Jean-Baptiste Biaye qui est donc responsable de la communication à la Fédération camerounaise de cyclisme. JBB, bonsoir. Merci. Vous êtes en direct sur Spectrum Télévision. Comment allez-vous déjà, Jean-Baptiste? Écoutez, je me pense comme un chance après la victoire récompensante de notre compatriote Clovis Kamson à Tolo sur la route du Tour cet après-midi même du côté de Nkonsamba. Alors, ça nous permet justement, Jean-Baptiste, de vous poser une question. Comment s'est déroulée cette 5e étape de manière globale aujourd'hui? Écoutez, c'était une étape difficile après l'étape reine que nous avons parcourue hier entre Bangang, Fumbot et Bafoussam, puisque c'était une étape inédite dans le cadre de cette compétition, mais à la faveur d'une très belle route qui sépare désormais la capitale du Blé, celle de la région de l'Est, en passant par Fumbot dans le nord. Eh bien, nous avons pratiqué ça de manière inédite. Mais aujourd'hui, ce n'était pas une étape reine, mais c'était une étape qui avait beaucoup de difficultés et ce n'était pas facile, étant entendu que nous abordions non seulement des côtes du côté de Djang, avec le sommet de la falaise au niveau de Djang, mais nous abordions plus de 10 kilomètres de descente de la falaise jusqu'à 100. Et ce n'était pas tout à fait évident. Et lorsque nous avons parcouru cette compétition sans accident ni incident au niveau de la falaise, et que nous avons fait une arrivée triomphale pour inscrire du côté de Nkonsamba, eh bien, on peut dire que ça a été une étape tout à fait historique, fabuleuse, qui s'est déroulée en Nkonsamba, à la nouvelle place de fête de Nkonsamba. Et je puis vous dire que de mémoire, je n'ai pas vu Nkonsamba pour ainsi sortir pour honorer, n'est-ce pas, un compatriote, à savoir notre compatriote Clovis Kamson à Abessou. J'ai vu les choses traditionnelles et musiciennes au total qui ont, pour ainsi dire, salué la bravoure et l'efficacité, mais surtout la victoire de notre compatriote Clovis Kamson à Abessou. C'était de l'inédit dans. Alors, JBB, justement, parlons de Kamson Abessolo qui est toujours maillot jaune de cette compétition. Est-ce que vous pensez que jusqu'à la fin, il va rester avec ce maillot? Mais écoutez, on a la faiblesse de nos pensées, mais vous savez, cela ne se décrète pas. Dans la compétition, il faut aller chercher la victoire très loin dans les buts. Mais nous avons le devoir d'espérer et le droit de rêver. Étant entendu que lorsqu'il a gagné la première étape du côté de Marois, il y a quelques jours, il avait remporté le tout premier maillot jaune de cette compétition et qu'il a réussi, Clovis Kamson Abessolo est
l'a fait idéalement, à conserver le maillot jaune jusqu'ici, je pense que nous avons le droit d'espérer des rêver. Mais surtout, avec cette victoire spectaculaire récente, cet après-midi, où ils viennent de donner un chaos, si on peut dire en bon. C'est l'expression qu'on aurait utilisée à son poursuivant immédiat, qui est un Algérien, qui lui a donné 2 minutes 14 secondes d'écart. Et donc, pour que cet Algérien puisse enlever la tunique, la sécuriser sur les épaules de Clovis Kamzon Abessolo, il va falloir chercher très loin dans le but. Étant entendu que Clovis avait un écart de 22 secondes à l'issue de la 4e étape hier. Et il était probable que ce maillot jaune tomberait aujourd'hui. Mais on a vu comment Clovis est allé chercher très loin. Nous allons très loin dans ce pays pour pouvoir remporter le maillot jaune cet après-midi. Lui qui a fait une chute spectaculaire et pour ne rien vous cacher, il y a eu un anti-jeu dans l'étape hier, étant entendu que c'est les Algériens qui, dans leur combine, pour ainsi dire, si vous me passez l'expression, ont bousculé notre compatriote. Et Kamzon a fait une chute. Il ne s'est pas découragé, comme un lion. Il s'est remis debout, il a pris son vélo et aujourd'hui, il vient de remporter non seulement l'étape, mais conserver le maillot jaune en filant 2 minutes 14 secondes sur son poursuivant immédiat. Donc je pense que nous avons le droit de rêver et le devoir d'espérer. Voilà, dernière question avant de vous libérer, Jean-Baptiste Biaye. Demain, place à la 6e étape. Place à la 6e étape, la caravane séjourne au moment où nous intervenons sur les ondes de TV. La caravane séjourne en ce moment dans la capitale économique. Elle est arrivée cet après-midi, elle a déjà pris ses quartiers dans un hôtel de la place. Et puis demain, 6e étape, ça va être une étape extraordinaire également, puisqu'elle va joindre deux régions, à savoir la région du littoral et la région du sud, avec cette étape qui partirait de Pétard. C'est vous qui connaissez très bien la ville de Douala, mais à côté de l'INIG, l'Institut du Golfe de Guinée, départ et arrivée seront jugés là-bas. Eh bien, cette étape attirait de Douala pour l'île en aller-retour. Et donc, de ce point de vue, je pense que la capitale économique, pour ne parler que d'elle, a souvent réservé un accueil de plus dangereux. Au plus, étant entendu que Douala est le berceau du cyclisme, c'est l'un des berceaux du cyclisme camerounais. Il va de soi que toute la population de Douala est bien mobilisée pour pouvoir acclamer ce cyclisme de la Fond des Merveilles en ce moment dans le tour du Cameroun. Merci beaucoup Jean-Baptiste Biaye pour ces différentes informations. Nous vous laissons vous reposer et évidemment rendez-vous donc dès demain du côté de la zone Bassa pour le départ de la 6e étape de ce tour cycliste international du Cameroun. C'est peut-être un commentaire rapidement sur cette compétition qui se déroule actuellement. Oui, naturellement. Je pense que si on veut dire quelque chose, les sourires sont revenus pour ceux qui aiment bien la petite reine, comme on aime bien l'appeler. Et je me souviens qu'à Maroua, lorsque Kamzon Abessolo avait gagné la toute première étape, il y a un entraîneur de l'équipe du Cameroun qui disait que ça peut être bon signe. Chaque fois qu'un Camerounais avait gagné la première étape, on finissait par avoir le maillot jaune. Aujourd'hui, il a gagné la première, le voilà qui gagne la 5e, et il a relayé, tel que Jean-Baptiste le disait tout à l'heure, son suivant immédiat à 2 minutes, ça veut dire que c'est bon signe. Il faut également rappeler quand même que cette compétition du Tour cycliste international du Cameroun est quand même classée au point 2.2 par rapport à l'UCI, zone Afrique, et que les différentes personnes qui managent cette course sont nommées par l'UCI. Ce n'est pas les Camerounais, donc c'est tout un conglomérat qui organise ça. Et il y a beaucoup d'équipes étrangères. Vous avez les Marocains, les Burkinabés, les Camerounais qui allient même 2 équipes parce qu'il y a la SNH et puis il y a l'équipe nationale du Cameroun. Il faut également noter que ça a été fait d'abord au stade embryonnaire parce que le Tour du cycle du Cameroun, le tout premier, c'était en 1965. Voilà.
le Tour cycliste international, pas international, le Tour cycliste du Cameroun. Il a été gagné à l'époque par Joseph Kono. C'est en 2003 qu'on crée le Tour cycliste international et qu'il est affilié à l'UCI et que nous commençons exactement la compétition en 2005. Il faut donc également dire que depuis que ça a été créé, jusqu'à date, les Camerounais ont gagné ce Tour 5 fois, suivi des Marocains 2 fois. Et Kamzan Abesolo, à la Palme d'Or, il a pu la gagner, je crois, 3 fois. Et ce sera naturellement la 4e fois si jamais, au terme de ce tour, au niveau de la place du 20 mai à Yaoundé, nous finissons vainqueurs. Voilà. Oui, on espère bien. On espère bien. L'espoir est permis, comme on dit. Déjà, Jean-Baptiste l'a dit tout à l'heure. Et puis, il y a beaucoup de choses, parce qu'il disait, je crois qu'on a amélioré déjà notre matériel. Les vélos ont été améliorés, ils sont déjà update, comme on dit. Et pas update, ils sont actuels, autant pour moi. Et il y a également le fait que les tracés sont bel et bien définis. Ça a permis certainement à nos cyclistes de pouvoir s'entraîner sur ces tracés-là, connaître les limitations. Et puis, c'est apparemment bien organisé. Depuis l'année derrière où on a essayé de voir certaines choses, il y avait parfois les embouteillages et autres, mais cette fois-ci, c'est bel et bien ouvert pour que la course puisse partir. Je crois que demain à Bassa, on prendra les mêmes dispositions pour que les coureurs puissent partir sans avoir des anicroches. Voilà. Voilà, on aura l'occasion de revenir évidemment faire le point de ce Tour cycliste international du Cameroun. Au pas des courses, coach Bilet Tanga, je voudrais avoir votre avis sur ce transfert qui fait un peu la une de l'actualité internationale côté foot. Kylian Mbappé qui a quitté le Paris Saint-Germain pour le Real de Madrid. Je pense que c'est quelque chose d'attendu, quelque chose d'attendu parce que depuis longtemps, tout le monde savait quand même, c'était à peine un secret de polichinelle, tout le monde savait que Kylian irait très probablement au Real de Madrid. C'est finalement chose faite, il est parti du Paris Saint-Germain en étant libre. Bon, ça fait un peu grincer dans ce côté-là, notamment sur certaines personnes. Mais pour lui, c'est un rêve qui se réalise et pour le Real, encore un top player que l'équipe recrute ainsi pour l'aider à continuer à gagner les trophées au plus haut niveau. Kylian Mbappé, il a dit lui-même, c'est un rêve d'enfant qui se réalise. On dirait peut-être que pour lui, il était presque écrit qu'il irait faire carrière au sein du Real Madrid. Bon, c'est le capitaine de l'équipe de France, c'est un joueur qui a été assez précoce, il a été champion du monde je crois à 19 ans à peine, il est à 24 ans, autour de 24 ans, capitaine de l'équipe de France et l'un des meilleurs joueurs au monde actuellement. Il lui reste deux grandes distinctions à remporter, le Ballon d'Or et la Ligue des Champions. Et avec le Real Madrid, très probablement, il va augmenter ses chances de pouvoir remporter cette trophée. Voilà, coach Ernest Mambouka, rapidement aussi, il arrive au Real de Madrid, le Real de Madrid qui vient de remporter la dernière Ligue des Champions justement face à Dortmund. Que peut apporter selon vous Kylian Mbappé à cette équipe madrilène? Je crois qu'avec le coach Ancelotti, il sait pourquoi. Et ils ont toujours, chaque année, essayé de chercher Mbappé. Je crois que c'est finalisé maintenant. Et c'est un rêve de tout un jeune comme Mbappé, parce qu'il fait rêver des autres jeunes qui peuvent ne serait-ce que essayer de faire ce qu'il est en train de faire. Je crois, quand vous regardez la carrière de Mbappé aujourd'hui, il s'est retrouvé là où il est, comme a dit le coach Bilet Tanga, il marque la Champions League et le Ballon d'Or. Ça doit montrer aux jeunes que tant que vous travaillez bien, vous serez ici au sommet. Et surtout l'entourage. L'entourage, parce que quand vous regardez aujourd'hui la carrière de Mbappé, côté familial, il conserve ce garçon et puis il a des conseils de gauche à droite et vraiment c'est important. Et quand aujourd'hui il est à Real de Madrid, nous pouvons que dire bonne chance à Mbappé, parce que nous savons que ces deux tris, il aura à Real Madrid. Real Madrid, c'est une très grande équipe, avec un très grand entraîneur comme Ancelotti, avec une équipe jeune qui est en train des jeunes qu'on a recrutés à Real de Madrid. Je crois qu'ils feront une belle saison. Et nous souhaitons, moi personnellement, je souhaite bonne chance à Mbappé, parce que c'est notre frère. Comment vous voyez la ligne d'attaque, justement, de Madrid Non, elle aura plus d'options maintenant avec Mbappé,
Mbappé n'est pas seulement un joueur qui va vite, Mbappé c'est un joueur qui connaît créer des espaces, qui connaît exploiter ces espaces que l'équipe, la défense adverse laisse pour ne serait-ce que... avec une très bonne technique, surtout quand il est devant la surface de réparation. Je crois que Mbappé, dans la surface de réparation, te donne environ 90% de chances de pouvoir marquer le but. Si vous avez vu le match contre Dortmund, nul n'était les poteaux. Il devait quand même sortir en marquant 2 ou 3 buts. Donc je crois que l'option que Real Madrid a prise en prenant ce compatriote, je crois que c'est une belle option et puis ça donne plus de chance à Real Madrid. Ce serait peut-être un crime de ne pas poser la question à quelqu'un qui suit de très près l'actualité internationale parlant de foot, Serge Zambo, qui a un œil particulier sur les championnats européens. Serge, en quelques mots, votre avis par rapport à sur Kiki de Bondy, je ne sais pas si Agnès a bien saisi la question, mais je pense qu'il faudra remodeler un tout petit peu cette équipe du Real Madrid pour qu'il puisse mieux s'adapter. Parce que quand on regarde le schéma, d'où il sort, d'où il vient, il joue exactement sur le même côté que Vinicius. Donc maintenant, je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont s'arranger pour que Mbappé puisse se retrouver là-dedans. Est-ce que le Real va... Mbappé peut également jouer avant-centre. Il peut également jouer avant-centre, mais il n'est pas très attractif quand il avance. Il est mieux... En fait, ça c'est mon avis. Sur le côté. À un moment dans sa carrière, il a plus joué sur le côté. C'est là qu'on l'a connu assez performant. Assez performant, donc justement, parce qu'il aime bien les espaces, comme il a dit, pour pouvoir rentrer. Bon, maintenant, comme il vient de le dire, est-ce qu'on va le modeler plus en avant-centre type? Est-ce qu'il y aura du mouvement avec... il pourra peut-être s'adapter à jouer plus tôt sur l'autre côté? Parce qu'à Monaco, effectivement, il jouait beaucoup plus de ce côté-là. Bon, maintenant, est-ce qu'on va libérer le petit Rodrigo? Donc, c'est des choses qu'on va voir. Parce qu'il faudrait bien que le mercato soit fini pour voir comment les équipes seront modelées et comment est-ce qu'elles vont donc pouvoir jouer en attendant de voir, mais c'est déjà une bonne affaire. C'est vrai que le Paris Saint-Germain sort un peu perdant dans l'affaire parce qu'il part libre comme il a dit tout à l'heure et naturellement on verra bien comment ça va se passer du côté de Madrid. Bon, moi je voulais juste ajouter quelque chose par rapport à Serge. Serge, maintenant, dans les options offensives, surtout dans les animations offensives, il n'y a pas de joueurs fixes. Ça veut dire que quand vous regardez Real de Madrid, quand ils essaient de pouvoir ne serait-ce que déséquilibrer la défense adverse, il y a des mouvements qui se passent où Mbappé peut se retrouver attaquant sur des appels de balle, il se retrouve sur le côté et puis il y a un milieu de couloir qui entre comme avant-centre. Je crois que ça peut un peu rappeler un peu quand Samuel Eto'o jouait à Barcelone. À un moment il jouait avant-centre, à un moment il jouait sur les côtés parce que ça crée beaucoup d'options. Je crois qu'aujourd'hui quand on est entraîneur de football... Tant mieux pour l'entraîneur. Oui, quand on est entraîneur de football et surtout vous avez un joueur comme Mbappé, vous avez un joueur comme... Vinicius, ça vous donne beaucoup d'options au niveau de l'animation. Les animations, vous pouvez les organiser. Sauf que coach, l'animation est pendant le match. Mais je dis quand même qu'au départ, Bill est là et vous, toi-même, tu es entraîneur. Au départ, tu vas fixer le joueur à tel ou tel niveau. C'est de ça que je parle d'abord. Parce que quand tu mets ton 11 entrant, vous êtes des techniciens. Je ne vais pas rentrer dans la technique, mais je pense que quand tu mets ton 11 entrant, tu ne vas pas dire un latéral que dans l'animation offensive, tu vas te retrouver milieu de terrain. Mais il est d'abord latéral. De quel côté va-t-on placer Mbappé? C'est de ça qu'il est question. Dès le début, il va le placer où? Sur le côté, avançant comme Billet l'a dit, ou alors, je ne sais pas moi, où on dit, pour pouvoir donc solliciter cette animation offensive dont tu parles. Au départ, il y a quand même un positionnement de base. Oui, il saura comment il va le placer. Ça veut dire qu'il peut mettre Vinicius à droite ou à gauche, Mbappé aussi à droite. C'est pour ça que j'ai dit qu'il risque de se poser donc, des problèmes. Est-ce que les performances donc, de ceux qui l'ont trouvé seront donc les mêmes par rapport à l'hiver de Mbappé, ou alors c'est lui qui fera croître? Bon, ça c'est un peu le wait and see. Ok. Voilà un peu le regard de nos invités par rapport à ce transfert de Kylian Mbappé pour le Real de Madrid. Et évidemment, on aura l'occasion d'être fixé le moment venu au démarrage de la prochaine saison sportive du côté de la Liga espagnole. On va rapidement, avant de tenter de joindre nos invités qui nous attendent au bout de fil dès que possible, vous rappeler ces informations. La Coupe du monde de football féminin U20, les moins de 20 ans, le Cameroun est donc fixé sur les
adversaires de la phase de groupe. Et à l'issue de la cérémonie de tirage au sort qui s'est déroulée aujourd'hui, le Cameroun va donc affronter la Colombie, le Mexique et l'Australie. La compétition, le rappel, a lieu du 31 août au 22 septembre prochain au Mexique. Et les Lions, eux, vont d'ailleurs disputer le match d'ouverture. Sur le plan local, Coupe du Cameroun, le programme des quarts de finale a été rendu public ce mercredi par la Fédération camerounaise de football. Ce sera dimanche prochain, 9 juin, du côté de Mélon à 15h. Isle of Hope Sport Academy va affronter le canon sportif de Yaoundé de Serge Zambo. Et puis à 15h, Bankomo, Panthère sportive Jumanto sera opposé à la Colombe du Djailobo. À Oudja, à 13h30, Balmayo FC sera opposé à l'Aigle de la Ménois. Et puis à 15h30, AS Fortuna va jouer contre Mintak de la Haute-Sanaga. Voilà pour ce programme. On va donc rentrer dans la seconde partie de cette émission consacrée au débat. On le disait déjà en début d'émission, on va s'intéresser évidemment aux éliminatoires de la Coupe du Monde FIFA 2026 avec les matchs de la 3e et 4e journée qui se disputent dès ce week-end, pour ne pas dire dès ces jours-ci, dans la zone Afrique. Le Cameroun, pour sa part, accueille le Cap-Vert à Yaoundé samedi prochain à 14h avant de mettre le cap sur Luanda pour aller affronter l'Angola dans le cadre de la 4e journée. Et comme vous le savez, c'est dans un contexte de crise que le Cameroun, l'équipe nationale de football du Cameroun se prépare. Une crise qui oppose depuis plusieurs semaines, voire mois déjà, le ministère des Sports et de l'Éducation physique à la Fédération camerounaise de football. Comment est-ce qu'on peut justement essayer d'expliquer ce qui se passe autour de la gestion de notre équipe nationale qui a dû démarrer le stage et que ce stage se poursuive d'ailleurs sont les équipements fournis par la Fédération camerounaise de football. Et justement, qu'est-ce qu'on peut attendre comme résultat dans un contexte pareil? Ce sont autant de questions qu'on va tenter d'apporter les éléments de réponse au cours de cette seconde partie de l'émission. Mais peut-être avant que la réalisation nous fasse signe, si on peut déjà avoir un des invités au téléphone, je voudrais, coach, peut-être avant le coach, justement Jean-Paul Fondio, donc tout à l'heure on rappelait que vous connaissiez un peu bien comment ça se passe, les rapports entre le ministère et les associations sportives du côté de la France. Dites-nous un peu, quel est le regard que vous portez sur ce qui se passe actuellement au Cameroun? Merci pour la parole donnée. Ce qui se passe au Cameroun est tout simplement hallucinant. On assiste à un concours d'insolence. De la part de qui? Du ministère, de la FECAFOOT? Je vais vous expliquer un peu. Ouais. Moi, à l'époque, quand j'étais au ministère de la Jeunesse et des Sports en France, il y a une fédération qui sollicitait l'agrément. Oui. Et pour avoir cet agrément, il fallait bien qu'ils fassent la démonstration de ce qu'ils savaient faire. Ils ont organisé un gala à Levallois. Et naturellement, ils ont envoyé une invitation au ministre pour venir assister, pour toucher du doigt ce dont on parlait. Alors, le ministre recevant, c'est même pas le ministre, parce que le fonctionnement de l'administration est tel que il y a un service courrier, il y a le secrétariat général qui dispatche les courriers en fonction de la nature. Donc, on a donc envoyé cette invitation à la direction de sport. Le directeur de sport ne pouvant pas y aller, a envoyé ce billet à la direction des établissements nationaux où je travaillais. Je n'étais pas directeur là-bas, loin s'en faut, mais j'ai travaillé dans ce service. Les chefs de service ne pouvant pas y aller, ils se sont dit, pourquoi on n'enverrait pas Fundio là-bas et tout. Déjà, il n'était pas très favorable. C'était une fédération, je crois, de kickboxing. Au ministère, il n'appréciait pas trop. On m'a donc donné le billet d'invitation du ministre. Je me suis présenté le jour dit, comme on dit ici. Alors, à l'entrée, j'ai présenté le billet.
les vigiles ont commencé à me dire, monsieur, tu as trouvé ce billet où? Où est-ce que tu as eu ce billet? J'ai dit, poliment, hein, j'ai dit, mais est-ce qu'il a un problème? Est-ce que c'est un faux billet ou qu'est-ce que vous lui reprochez? Et ils me font, attendez, les gros bras, ça en plus c'était une fédération de boxe, alors, et moi j'étais tout menu. Et ils ont appelé le président de la fédération, que il y a un petit gars ici qui est venu avec le billet qu'on a envoyé au ministre, venez voir. Je vois le président de la fédération qui arrive, il me regarde de bas en haut. Monsieur, vous venez d'où avec ce ticket? J'ai dit, mais attendez, je ne sais pas, vous n'avez pas perdu, on ne vous a pas volé de ticket. Il a donc demandé au vigile de me garder pour qu'il aille se renseigner. Alors moi, j'ai pris peur, j'ai dit, bah, attends, peut-être qu'on m'a envoyé me faire casser la figure et tout. J'ai fait demi-tour et je suis parti. Entre-temps, quand il a appelé un responsable au ministère, il a dit que, mais attendez, on a envoyé M. Fungiu, là, vous n'avez pas vu, il n'est pas venu. C'est alors que le président de la fédération envoie les vigiles courir vers moi et j'étais déjà proche du métro pour rentrer. Monsieur, venez s'il vous plaît, excusez-nous, il y a eu une petite... bon, excusez-nous. J'ai dit, bon, ok, ben, je suis revenu, je n'ai pas fait d'esclandre. On m'a mis à la tribune, à la place réservée au ministre et tout. Je devais faire un rapport et c'est à la base de ce rapport qu'on devait leur accorder l'agrément ou pas. J'ai observé et lundi, j'ai fait mon rapport, j'ai donné au ministère. Mais dès lundi, là, ils se sont fendus en excuses. Oui, monsieur le ministre et tout, on s'excuse pour l'accueil qu'on a réservé à votre représentant et tout. Le ministre ne comprend rien, il dit attendez, envoyez ça à la direction de sport, qui ne comprenait rien non plus. On m'a donc convoqué pour me demander qu'est-ce qui s'est passé. J'ai dit non, bon, je suis arrivé et ils n'ont pas cru que j'avais l'étoffe nécessaire pour représenter le ministre, mais bon, à la fin, ça s'est bien passé, il y a eu une petite méprise et tout. L'incident était clos. Je n'ai pas fait jouer mon ego pour dire ouais, comment ça se fait, vous me prenez pour qui là, je sors du ministère et non. Cool quoi, tranquille. J'ai fait mon rapport qui était même favorable et on leur a accordé l'agrément. À quoi ça sert dans un agrément? C'est cet agrément qui permet à une fédération de recevoir des subventions de l'État. Pour avoir cet agrément, il faut avoir été déclaré d'utilité publique. Alors, donc, les fédérations ont leur tutelle. Et c'est cette tutelle qui subventionne les activités. Donc, quand je vois l'image honteuse qui s'est passée, un coach qui manque de respect au président de la fédération, le président de la fédération aussi qui manque aussi du respect, il faut le dire, aux représentants du ministère, ce n'est pas normal. Ce sont le ministère qui est de tutelle doit aussi respecter les fédérations et les écouter. On ne vient pas, je ne sais pas, il faut avoir de la tempérance, il faut se respecter. Même si on ne s'aime pas, il faut quand même se respecter. Donc, je n'ai pas compris pourquoi ce manque de respect vis-à-vis de la tutelle, quoi, parce que c'est le président de la FECAFOOT, c'est la FECAFOOT qui est la tutelle du coach. Et c'est le ministère qui est la tutelle de la fédération. Si le ministère, lui, retire son agrément, eh ben, il n'aura plus de subvention de l'État. Et les subventions, ils peuvent même perdre les sponsors parce que le général Semengue, dans le temps, avait réussi à faire entrer dans la loi de finances une disposition selon laquelle une entreprise qui investit une partie de son chiffre d'affaires dans le sport, notamment dans le football, cette somme est déductible de l'impôt net à payer. Tout à fait. Or, pour avoir accès à ce sponsoring-là, il faut avoir l'agrément ministériel, auquel cas cette charge ne serait pas prise en charge par l'État, parce qu'en réalité,
c'est un manque à gagner pour l'État. Donc, c'est une façon pour l'État de financer de manière indirecte le sport. Donc, il faut respecter l'État, il faut respecter ceux qui incarnent les institutions. C'est ce que je voulais dire. Voilà. Peut-être pour essayer un peu de planter le décor de ce sujet, on va vous proposer de revenir un peu sur quelques faits marquants de cette crise qu'on a un peu compilé à travers nos différents reportages. On regarde cela et on revient juste après. Moment de communion apprécié entre joueurs et supporters ce 5 juin 2020. C'est exagéré. La situation reste tendue entre le ministère des Sports et la Fédération camerounaise de football au sujet de la nomination le 2 avril dernier par le ministre des nouveaux membres de l'encadrement technique des Lions Indomptables. Il se trouve simplement qu'au niveau de l'instance fêtière, on estime simplement que les dispositions, notamment combinées des articles 3 et 4 du décret du 26 septembre 2014 relative à l'organisation et à la gestion des sélections nationales, que ces deux dispositions ont été violées. Toutefois, il y a lieu effectivement de convenir qu'en vertu des dispositions de l'article 40, alinéa 11 des statuts de la Fédération Cameroun de football en vigueur, qui dispose très clairement que les membres des structures d'encadrement sont recrutés par le comité exécutif sur proposition du président de la Fédération camerounaise de football. Nouveau rebondissement ce 6 avril 2024. À l'issue d'une session ordinaire du comité d'urgence de la FECAFOOT tenue ce jour, le secrétaire général fait savoir que le comité constate qu'au mépris du règlement, la FECAFOOT n'a pas été associée à la procédure ayant conduit à la désignation du staff technique de l'équipe nationale de football A. À cet effet, le comité d'urgence recommande au président de la FECAFOOT de lui soumettre, en application du décret de 2014, des propositions de nomination des membres des structures d'encadrement des Lions Indomptables dans un délai de 72 heures. Son absence n'a pas surpris et a confirmé le bras de fer qui existe entre la FECAFOOT et le ministère des Sports et de l'Éducation physique. Le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o-Fils, n'a pas répondu à l'invitation du ministère de tutelle à l'audience et à la signature du contrat du nouveau sélectionneur des Lions Indomptables du Cameroun. Monsieur le président de la FECAFOOT, empêché. Une chaise vide qui n'a pas empêché au déroulement de la cérémonie de signature des actes d'engagement et d'installation du nouvel encadrement technique, administratif et médical de l'équipe nationale senior de football masculin qui se fait ce 8 avril à la salle des conférences du MINSEP à Yaoundé. Les missions de cette nouvelle équipe sont clairement précisées. À grands traits, se résume à très court terme en l'obligation de qualifier les Lions pour la phase finale de la prochaine Coupe du Monde FIFA et leur assurer une position dominante, triomphale, ainsi qu'une participation lumineuse à la prochaine CAN Total Énergie Maroc 2025. Nommé par le ministre des Sports, Marc Brice, 61 ans, devient le 3e Belge à prendre les rênes des Lions Indomptables du Cameroun après Hugo Broos et Henri Despireux. Il remplace le Camerounais Rigobert Song après une participation peu glorieuse du Cameroun à la dernière Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire et est mis à la disposition de la Fédération camerounaise de football. Messieurs les entraîneurs, recrutés par l'État, vous êtes dans les règles de l'art et comme de tradition mis à la disposition de la FECAFOOT pour emploi et gestion. La signature des contrats se fait après une audience accordée par le ministre des Sports et de l'Éducation physique aux membres du nouveau groupe d'encadrement de l'équipe nationale senior de football masculin. Après Yaoundé en début de semaine, le nouveau sélectionneur des Lions Indomptables, Marc Brice, et ses collaborateurs visitent depuis ce jeudi matin 11 avril 2024 les installations sportives basées à Douala. Avant la descente sur le terrain, ils ont marqué un arrêt dans les services du gouverneur du littoral à Bonanjo.
Et après cette étape protocolaire, les nouveaux membres du staff technique de l'équipe nationale de football senior A se sont rendus au complexe multisport de Japoma, puis au stade de la réunification de Bépanda. Alors c'est bien réglé, on doit choisir des choses parce qu'on n'a pas de temps. Comme tu sais, je suis juste entraîneur et à peu près 5-6 semaines plus tard, il y a 1 et 2 matchs très importants. Alors j'ai pas de temps pour de donner des visites pour boire un café. Je suis ici pour prendre le choix où on va jouer. C'est simple, on a vu 5 stades. Je pense tout est noté par mon assistant, il va évaluer ça. On va parler avec notre bord et c'est pas moi non plus je donne mon choix, mais c'est pas moi, c'est l'État qui décide où on va jouer, bien sûr, et c'est normal. Mais c'était crucial. On voudrait jouer sur un terrain, dans un stade qui est vraiment attractif pour le joueur. Non, je ne le fais jamais au ministère. Je vous prie de respecter mon président. Je ne le fais pas. Vous m'avez longtemps de faire. Ne me faites pas de bruit ici. Vous m'avez beaucoup de respect, mais. On se connaît. Ok, respectez-vous. On se connaît. Respectez-vous. Et je vous respecte également. Merci beaucoup. Maintenant, je peux travailler avec mes collaborateurs? Non, vous ne travaillerez pas avec vos collaborateurs parce que j'ai une instruction du ministre. Voilà. Comment vous allez? Bienvenue chez vous. Je vous demande ça. Ça va bien? Venir ici, c'est fort. Tu sais ça très bien. Vous allez bien? Très bien, je vous remercie. Merci. Okay. Je vous remercie. On s'en va. On s'en va. On sort. Vous allez bien? Mais le président, c'est comme le président, c'est au moins le président de la fédération qui l'a convoqué. C'est au moins la même chose. Dérangez pas mon lieu de travail et vous me connaissez très bien. Ici, vous n'avez pas parole. Quand je viens au ministère, je vous respecte. Ici, je suis le seul patron. Et vous ne le faites pas, monsieur Dolo. C'est la dernière fois. Je vous interdis de lever le ton. C'est la dernière fois. Monsieur Dolo, appelez-moi la sécurité, vous le mettez dehors. C'est la dernière fois, vous avez compris. Et je vous prie, monsieur le sélectionneur, soit vous restez, soit ne me touchez pas comme ça, monsieur le sélectionneur. Je suis président. Pourquoi tu parles comme ça? Non, 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 je suis président, monsieur le sélectionneur. Si vous voulez travailler avec nous... Non, 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 vous êtes entraîneur parce que je vous ai nommé. Vous n'êtes pas entraîneur parce que quelqu'un d'autre vous a nommé. Vous avez fait beaucoup de manquements. Et je vous prie de rester dans cette réunion. Parce que si vous ne restez pas, je suis obligé d'interroger mon comité exécutif. Comme la loi me le demande. Je dois le faire. Donc je vous prie une fois de plus de rester ici. Le 2 mois que je suis ici, où étais-tu? Je suis le président. Tu décides. Je suis le président. Vous ne faites pas la politique au Cameroun. Non, non, il y a mais j'ai une seule beaucoup de personne respect qui pour fait vous. la politique au Cameroun, c'est le président Biya. C'est moi qui décide à la fin. Non, 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 vous ne décidez pas. Parce que ce que vous faites, monsieur le sélectionneur, c'est moi qui l'assume. C'est moi le président de la fédération. Ce que vous faites, c'est moi qui l'assume. Ce n'est pas vous. Dans votre pays, je ne le fais pas. Et vous ne me parlez pas comme ça, monsieur le sélectionneur. N'oubliez pas, en tant que footballeur, vous ne pouvez jamais me parler. Donc maintenant, je suis le président. Vous ne me parlez pas comme ça. D'accord? Vous vous asseyez et on travaille. Arrêtez un peu ce bordel. Il est temps d'arrêter ce bordel. Mais c'est pas possible. Mais vous pensez que vous êtes dans quel pays, monsieur? Vous pensez que je peux faire ça en Belgique? Vous pensez que je peux faire ça en Belgique, monsieur le sélectionneur? Alors, mais comment vous pouvez faire ça au Cameroun? Jamais entraîneur. Hein? J'ai été entraîneur. Pour 3 semaines. Oui, et j'ai été très très grand joueur. Très très grand joueur. Non, non. Beaucoup, beaucoup. Merci beaucoup. Et si vous traversez, vous ne reviendrez plus. Directeur, convoquez mon comité exécutif. Voilà quelques faits marquants de cette crise, de ce conflit ouvert entre le ministère des Sports et la Fédération camerounaise de football. Peut-être Martin Bilay-Tanga, avec un peu de recul, quel est le regard que vous portez sur cette crise? Je pense que c'est quelque chose d'extrêmement regrettable parce que tout ce qui est fait n'est pas de nature, là je parle en technicien, n'est pas de nature à nous amener à travailler
dans les meilleures conditions possibles. C'est vrai qu'aujourd'hui, finalement, parce que les Camerounais sont très résilients, notamment les sportifs camerounais, ils savent faire preuve de résilience devant des situations compliquées, mais la situation qui se déroule actuellement, c'est une situation qui est inédite. Il n'y avait jamais eu une crise pareille. Et c'est pas la première fois quand même qu'il y a une crise entre le MINSEP et la fédération. Ça arrive. Oui, c'était jamais arrivé à ce niveau où il y a deux staffs qui sont nommés, où il y a, comment dire, des problèmes à gauche et à droite et autrement. À un moment, j'étais en train de donner pour conseil, mais bon, pourquoi est-ce qu'au-delà, parce que cette histoire, elle est au-delà des textes, il me semble, qu'elle est au-delà des textes, c'est autre chose. Donc, à un moment, j'ai dit, mais pourquoi ne pas s'entendre? Un staff technique avec 15-20 personnes, ce n'est pas un staff inédit. Le staff de l'équipe de France a une vingtaine de personnes, le staff des grands clubs professionnels, c'est 20 personnes, 25 personnes, et ainsi de suite. C'est des choses, qui arrivent. Là, actuellement, Manouvrier est peut-être le seul préparateur physique dans une équipe comme celle du Cameroun. On peut avoir deux préparateurs physiques, que ce n'est pas un trop plein, non, bien au contraire. Et en plus, avec le travail qui doit être fait actuellement, parce qu'actuellement, vous savez, les joueurs ils sont en fin de saison, donc il faut remettre il faut individualiser le travail, il faut ainsi de suite. Et une seule personne ne peut pas s'occuper de tout cela. Donc ce qui est en train de se passer est extrêmement regrettable. L'image que nous donnons aux yeux du monde, malheureusement, n'est pas une image qui est bien bon. Maintenant, peut-être qu'on va descendre de plus en plus sur le plan technique, parce qu'on a commencé à faire une préparation. Peut-être quelques inquiétudes encore. Est-ce que c'est le staff qui est en train de préparer les joueurs? Est-ce que la totalité de ce staff-là qui sera assis au banc de touche et samedi prochain, là, ça peut encore poser, peut-être, il y a encore quelques interrogations, il peut encore y avoir quelques interrogations là-dessus concernant certaines personnes. Mais pour le moment, je pense quand même que la Fédé a décidé de mettre de l'eau, comme vous dites ça souvent, dans son vin. Donc, je dirais, bon, il faut, à partir du moment où vous avez commencé à faire ainsi, allez-y pour que au moins les deux matchs puissent se jouer. Peut-être que le combat continue après, mais au moins que les deux matchs puissent se jouer sans gros couac. Mais c'est très regrettable ce qui se passe. C'est regrettable ce qui se passe. Ces Jeux Zambo, c'était inévitable ou pas? Oui, disons que c'était inévitable, hein. Mais ma foi, avec un peu plus de recul. Inévitable dans le sens où si on avait mis l'amour pour le pays d'abord devant, on aurait pu franchement éviter. Et j'apprécie très très bien l'intervention de mon frère et ami Bilé Tanga qui, je crois, a pratiquement tout dit. Parce qu'il ne faut pas qu'on viennent encore ici, aller voir les textes s'envenimer. Il a dit quelque chose de pertinent. C'est comme si c'était une histoire qui est au-delà des textes, parce que chacun essayant de tirer la couverture naturellement de son côté. Et puis le grand frère également a intervenu en essayant d'expliquer certaines choses. Sauf que dans le cas de la FECAFOOT, c'est quand même différent parce qu'il y a la FIFA qui est là. Et je crois aussi qu'à un moment donné, lorsque la FECAFOOT s'est sentie un tout petit peu au dépourvu par rapport au fait que le MINSEP est nommé Marc Brice et autres, elle a quand même fait appel à la FIFA. Et la FIFA a demandé, et moi je pense que c'est ça le véritable problème, a demandé qu'on vienne revoir la fameuse convention. Jusqu'à date, personne il fallait s'en tenir à cette recommandation. Et je pense que si on s'en tenait à la recommandation de la FIFA et qu'on vienne dénoncer cette convention, parce que c'est elle qui est au départ de tout. Sinon, s'il n'y avait pas eu cette convention, on se serait remis tranquillement à l'article 14-19 des textes de la FIFA, qui laisse la large cour à la FECAFOOT de pouvoir faire ce qu'elle veut au niveau de la nomination, de l'encadrement technique. Donc c'était évitable, effectivement. Or, au lieu de le faire, ils sont peut-être entrés dans le bas de fer. Or, s'ils seraient venus et fait exactement ce que la FIFA avait demandé, la FIFA demande d'aller revoir la convention. Voilà. Et je pense que s'ils l'avaient fait, ils l'avaient dénoncé, peut-être qu'il y aurait eu un comité restreint pour pouvoir voir dans quel sens on pouvait voler. C'est vraiment, sincèrement, c'est regrettable. Parce qu'aujourd'hui, dire que tel a raison, tel a tort, personne n'a tort, personne n'a raison. Seul le drapeau du Cameroun doit flotter haut. Et l'amour de son pays... Dans cette crise, personne n'a tort. Oui, moi j'estime que personne n'a tort, personne n'a raison. Parce que si vous interrogez le MINSEP,
avec tous les agrégés de droit qu'il y a de ce côté-là. Ils te diront que les textes ont dit que maintenant, et chacun, si vous voyez les lettres, et si vous voyez les lettres, chacun veut se défendre et s'appuie sur le texte et s'appuie aussi sur le fait que le président Paul Biya, son excellence, a dit que, sur les injonctions de son excellence, a dit que on ne sait donc pas à quel niveau est-ce que se trouve dans le problème. Moi je dis, c'était à partir du moment où ils avaient écrit à la FIFA le 6 avril et que la FIFA ait répondu, je crois le 8 mai, entre le 6 mai, quelque chose comme ça, il fallait s'en tenir exactement à ce que la FIFA avait dit. En ce moment-là, je pense que ça aurait été évident. Et maintenant, ils auraient même peut-être pu coincer le MINSEP, parce que s'ils avaient dénoncé la convention et que le MINSEP n'aurait pas donné une suite à cela, il serait encore reparti vers la FIFA leur dire que voilà ce que vous nous avez demandé de faire, nous l'avons fait, mais la situation n'a pas changé. Au lieu de ça, on assiste à un spectacle un peu ahurissant, le matériel qui n'est pas là, les maillots de l'équipe du Cameroun qui n'ont pas de ceci, on a 2 staffs comme il dit, mais je ne sais pas si dans ses prévisions, il a prévu aussi qu'on ait 2 team press officers, un qui va s'occuper de quoi et l'autre va s'occuper de quoi. Donc ça devient c'est compliqué, c'est ahurissant. Il y a même des Camerounais sur la toile qui sont allés demander la suspension de l'équipe du Cameroun par la FIFA. Bon, mais aujourd'hui aussi, on se rend quand même compte que si la FIFA ne réagit pas, c'est parce qu'elle a donné un canevas. Ça, c'est ce que moi je pense à mon humble avis. Elle n'a plus besoin de réagir tant que ce canevas. Non, je ne sais pas si elle n'a plus besoin. Peut-être qu'il y a d'autres mécanismes qui permettent à la FIFA d'intervenir également. C'est quand même son membre qui est. C'est un de ses membres, oui. En difficulté. Oui, son membre est en difficulté, mais je pense que son membre est en difficulté. Et puis, il a dit tout à l'heure quelque chose de. Les fédérations, chez nous, ne sont pas autonomes. Franchement, si elles avaient été autonomes, on n'en serait pas là. Et il a encore dit quelque chose de simple et clair, qui n'est pas applicable. C'est-à-dire que, pourquoi est-ce que les fédérations, je ne parle même pas seulement de la FECAFOOT, ne vont pas vers des entités privées pour essayer d'aller avoir des fonds pour pouvoir être à long terme autonome? Oui, il y aura toujours ce problème entre celui qui paye. Bon, toi, tu vas venir payer et quelqu'un d'autonome. Donc, c'est compliqué. Le gars qui paye, quelque part, va te dire qu'il doit contrôler un peu ce qu'il fait, ce que vous faites là-bas, parce que c'est lui qui paye. Donc, voilà un peu la cacophonie qui s'installe. Donc, je reste mesuré dans ce que nous avons écumé les plateaux de télévision, les grandes personnalités l'ont écumé, les personnes de droit. Nous avons vu le Mathias Owonangini, nous avons vu le maître Éric Bissot, nous avons vu tellement de maîtres, chacun. Mais qui a donc raison? Vous pensez que tous ces gens-là ne sont pas allés à l'école du droit? Ou alors c'est la droiture qui vient donc expliquer? Je ne sais pas. Moi, à mon humble avis, tel que Bileng Tangala dit, à un moment donné, il faut savoir se rebiffer. Si la FECAFOOT, à un moment donné, a dit qu'elle se mettait hors jeu et qu'aujourd'hui, elle a aussi fait un autre communiqué en expliquant au ministère comment est-ce qu'on prépare ce genre de match et que le ministère ait répondu justement encore aujourd'hui en leur disant qu'il y a une réunion qui est prévue demain à 11h. Venez. Donc, pourquoi ils pratiquaient la politique de la chaise? Qu'ils viennent donc peut-être qu'à partir de là également, on peut encore, au sortir de là, trouver une porte de sortie. Donc, pour moi, je pense que c'était évitable, comme je dis, à des conditions telles que je viens de les énumérer. Ernest Mabouka, d'après vous, qu'est-ce qui fait véritablement problème dans cette histoire? Je crois que Serge a dit, Claude Bileng Tangala a dit beaucoup de choses que je ne peux pas répéter. Hein, parce qu'en fait, moi, je parle plus de l'aspect technique, tactique. On va y arriver. Parce que quand on va arriver sur l'aspect administratif, vous allez voir le communiqué que la Fédération a fait aujourd'hui. Ça veut dire que quand on parle de manquement, il y a une liste qui devait partir avant, des gens qu'on devait accréditer pour ce match. Parce que c'est là où moi je peux ne serait-ce que parler, parce que j'ai eu la chance de travailler au CHAN avec un coordonnateur du CHAN par rapport à une compétition qui était au Cameroun. Et ce monsieur m'a fait découvrir beaucoup de choses. Il suffit seulement que vous soyez accrédité et que votre nom est dans la liste, parce que lui, il aura tous les noms de la liste des gens qui sont accrédités, qui vont faire partie du match. Okay? C'est pour cela que peut-être le président de la Fédération camerounaise était tellement embêté qu'on s'est tenu à faire, comme Serge a dit, on est rentré dans des choses sans toutefois regarder le fond. Nous sommes en train de préparer un match et que l'entraîneur puisse rester dans le fond de savoir, parce qu'il a discuté avec les joueurs à l'étranger, quels sont les joueurs que je vais utiliser, quel est le système que je vais utiliser. Quand nous allons commencer la préparation lundi, qu'est-ce que nous devons faire? Bon, il est un peu resté dans le général, dit qu'il est patron,
dit avec qui il veut travailler. Je crois qu'il y a eu confusion entre une équipe de football et l'équipe nationale du Cameroun. Vous comprenez un peu. Nous n'avons jamais vécu ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Ça veut dire que l'entraîneur vient, il dit que je vais travailler avec tel staff. Ça ne s'est jamais fait dans le monde entier. En club, ça peut se faire. Vous comprenez un peu. Ça veut dire que je viens, je suis entraîneur de telle équipe, je dis que je viens avec mon staff. Là, c'est une équipe de football. Mais quand on parle d'une association, une fédération, surtout qu'on a dit que Non, mais en France, ça s'est fait. En France, avec Didier Deschamps, aujourd'hui, Didier a choisi... Il faut simplement apporter quelques modifications, quelques précisions. Par exemple, le coach, lorsqu'il est recruté, il peut demander à travailler avec son staff. Vous êtes d'accord ou pas? Donc, vous mettez d'accord. Vous mettez d'accord, voilà. Ce n'est pas à lui de recruter à la place de la fédération. Parce que dans le conflit qu'il y a, j'ai entendu qu'il y a deux staffs qui se sont... Oui, il a appelé, il a dit que bon... Normalement, c'est pas son... C'est pas sur un plan administratif, c'est pas à lui de faire ça. Peut-être qu'il peut avoir des préférences sur le plan technique que j'ai discuté avec Enes Mabouka, j'aurais besoin de lui pour entraîner mes gardiens de but. Serge Zambo, j'aurais besoin de lui. Et maintenant, la hiérarchie sur le plan administratif et prendre des dispositions. Comme le code Billet dit, c'est un consensus. Ça veut dire que ça se règle dans une chambre où on doit s'entendre. Ça veut dire qu'il devait ne serait-ce qu'expliquer au président de la fédération que, bien sûr, moi, mon apport d'avoir François Omambié, parce que j'ai déjà commencé à travailler avec lui, et à Lumbouka, c'est qu'ils peuvent m'aider 1, 2, 3, et amener au président de comprendre qu'ils sont essentiels dans son équipe technique. Vous comprenez un peu? C'est pas ce qui s'est passé. Non, je crois que ça ne s'est pas... Il est quand même là depuis un moment avec... Non, je crois que ça ne s'est pas passé. Si on est arrivé... qui ont été nommés par le ministre des Sports. Et il a dit qu'ils ont travaillé avant même que la publication des listes ne soit faite aussi. Lydie, Marc Brice a travaillé avec l'équipe que le ministère a nommée. Oui. Ça veut dire qu'ils se connaissent. Parce qu'ils ont commencé à travailler en amont. OK? Maintenant, peut-être qu'il a une confiance. Voilà, il y a une confiance. Mais je parle maintenant, dès que le bureau exécutif de la fédération a nommé d'autres entraîneurs, c'est que dans ce qui s'est passé dans le brouhaha que nous avons vu là aujourd'hui, et après il y a eu des excuses, je m'excuse par rapport à ceci, le président de la fédération est venu, ils ont donc fait une réunion avant de venir dans cette conférence de presse. Donc ce qui veut dire qu'ils se sont dit des choses qu'aujourd'hui, nous ne connaissons pas le fond. Et c'est même là, c'est là qu'il y a aussi problème, cette conférence de presse-là. À partir du moment où vous êtes allé, vous êtes déjà excusé, vous avez dit ceci. Dites-nous quelles sont les résolutions que vous avez prises ensemble. Mais personne ne nous a rien dit comme il dit, sauf qu'à 23 heures... Obligé d'être sur la place publique. Oui, oui, parce qu'aujourd'hui, justement, c'est ça qui se passe aujourd'hui. Justement, il s'est trouvé donc à 23 heures, l'Africa Foot nous a directement envoyé, sur les réseaux sociaux d'ailleurs, directement le staff technique qui était le leur et qui a été relayé par Cameroun Tribune. Or, entre-temps, qui est média d'État, entre-temps, la CRTV n'avait fait aucune déclaration là-dessus. Il y avait déjà donc des problèmes, des doutes. Parce que bon, moi, comment j'essaie de recouper une information, surtout qui vient de la hiérarchie, comme celle-là, on se dit que c'est les médias d'État. Et les médias d'État chez nous, c'est la CRTV, la radio, CRTV télé, et puis Cameroun Tribune. Cameroun Tribune sort le lendemain. Bon, maintenant, je ne t'ai pas coupé, c'est vrai, je chute. Le lendemain, donc maintenant, en boucle, nous attendons voir CRTV faire la même chose, ou à la radio. C'est le silence radio. C'est le silence radio. Et là, on commence à comprendre qu'il y a problème. Il y a problème. Moi, je vais juste analyser quelque chose qui s'est passé dans cette conférence de presse. Si vous vous souvenez bien, le président de la fédération a dit qu'il faudrait qu'on laisse les entraîneurs travailler, parce qu'il y avait des heures qui devaient se rencontrer dans l'après-midi pour essayer de travailler entre l'équipe du bureau exécutif et Marc Brice, l'équipe de Marc Brice, pour qu'ils puissent s'entendre dans l'organisation du travail. Je crois que le président de la fédération l'a dit. Maintenant, l'erreur, et c'est là où, comme dit Serge, c'est là où tout le monde, nous tous, nous sommes. Parce que je me souviens une fois, j'ai envoyé le message au coup de Pagou. Il m'a répondu qu'il est en réunion. Dans l'après-midi, c'était vers 19h. Ce qui veut dire que dans cette réunion, Marc Brice, avec les assistants de la fédération, nommés par la fédération, ils se sont dit des choses. Maintenant, sortant de là, on se dit que le calmer de la paix est fumé. Maintenant, il fallait donc let go ahead.
qu'on continue maintenant la préparation du match. Parce qu'aujourd'hui, quand nous allons arriver là maintenant au niveau de la préparation du match, c'est là où vous allez voir que le mot du président en disant qu'il y a beaucoup de manquements, c'est que sur le plan administratif aussi, nous avons manqué beaucoup de choses. Comme quoi? Comme quoi, ça veut dire que la liste de l'équipe nationale du Cameroun, on l'attendait avant parce que, vous voyez, les compétitions internationales sont tellement vicieuses que l'équipe adverse veut aussi savoir les joueurs que le Cameroun a mis dans la liste pour essayer de travailler. Tout ça compte. Les entraîneurs la aussi selon la liste et autres. Tout ça. Vous comprenez un peu. Là, tu as raison. On va mettre le cap sur les après, États-Unis. c'est ça qui fait en sorte que le président était... Nous sommes en retard. Oui. Et même quand vous regardez... Même beaucoup de questions n'ont pas été réglées même. Voilà. Il y a eu les démissions de Pagou et de Ntungu Pillay. Comment il fallait les remettre et tout. Donc voilà. c'était comme... Il y avait un truc... Le temps pour nous de rejoindre Fernand Nenkam, un visage que vous connaissez très bien dans le cadre de la Nuit du Sport, journaliste. Il se trouve actuellement du côté des États-Unis. Fernand, bonsoir. Enfin, c'est le soir ici, au Cameroun. Est-ce que vous nous recevez? Bonsoir, j'ai du mal à vous écouter. Il y a beaucoup de grésillements entre vous et moi. Par contre, nous vous suivons très très bien. Nous vous écoutons très très bien, Fernand. Déjà, vous avez l'objet du débat. Quelle est l'analyse que vous portez par rapport à la crise actuelle entre la FECAFOOT et le ministère des Sports? J'ai du mal à vous écouter. J'ai du mal à t'écouter, Makeda. J'ai du mal à t'écouter. Il y a du grésillement en ligne, là, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est chez vous ou bien chez moi ici, mais de toute façon, j'ai du mal à vous écouter. D'accord, peut-être le temps que la régie essaye un peu de procéder à certains réglages. On va peut-être laisser Serge Zambo, qui était en train quand même de relever aussi certains facteurs liés à l'organisation du match. Oui, tout à fait. Quand je parlais, j'avais repris un tout petit peu, je suis rebondi sur ce que Ernest disait. Il avait parfaitement raison. Il y a beaucoup de facteurs qu'il fallait faire. Par exemple, la liste qui devait partir à temps, voilà, il y a beaucoup de choses, la préparation même. Vous avez vu ce qui s'est passé, le programme de préparation. Vous avez même vu l'accueil des joueurs. Moi, je me souviens, à notre petit niveau, on jouait une petite finale de tournoi interservice. On avait loué un hôtel, on s'était retrouvés à l'hôtel, chacun dans sa chambre, où tu trouvais ton maillot et tout et tout. Donc, il y a eu tout ça. Tout ça n'est pas de nature à faire en sorte que les choses se passent très très bien. Ça rentre dans les manquements dont il parlait. Parce qu'au lieu de se concentrer sur le travail, on s'est concentré plutôt sur la guéguerre entre le MINSEP et la FECAFOOT. Et je disais tantôt, tout à l'heure, qu'à mon humble avis, tu ne peux pas dire aujourd'hui que tel a raison ou que tel a tort. Mais je sais aussi quelque chose, c'est que tout est parti du discours du 10 février au soir. Bon, maintenant, comment est-ce que le discours a été interprété par les uns et par les autres? That is the question. Parce que quelqu'un va te dire, moi, au ministère, on a interprété ça de cette manière. À la FECAFOOT, on a encore interprété ça de cette manière. À la FECAFOOT, on dit qu'on n'a pas dit d'aller faire ce que vous faites là sans nous. Vous voyez un peu. La Convention m'a aussi dit dans son article 13, un peu plus bas, que tout ce que vous faites, c'est une convention, c'est un accord de partie. Tout ce que vous devez faire doit être fait en concertation. Bon, d'autres disent qu'il y a eu un comité. La fédération a dit qu'elle n'a pas été associée au processus. Bon, d'autres disaient qu'il y a d'abord eu un comité pour le recrutement auquel la fédération avait été conviée, mais ils avaient donné une liste d'entraîneurs qui, ma foi, coûtait un peu plus cher. C'est pour ça qu'ils sont allés choisir. Donc, on ne sait pas exactement où est la vérité. Quand vous mettez en place un comité, il faut éclairer l'opinion publique. Vous nous dites que, bon, suite aux instructions du chef de l'État, il y a un comité de gestion qui a été créé. Là, on sait. Si vous ne partez pas, on sait que tel n'est pas parti. Et voilà. C'est quand il y a clash, qu'on nous dit il y a eu ceci, il y a eu cela, il y a eu cela. Et vous avez vu les lettres aujourd'hui je les ai lues avec une précision, avec acuité. Les lettres d'aujourd'hui de la FECAFOOT, les ampliations ne sont plus les mêmes. Les ampliations sont plutôt Premier ministre. Bon, où était le Premier ministre depuis? On ne le voyait pas. Et DCC, c'est-à-dire
le cabinet civil. Or, à l'époque, on mettait MGPR. Donc, vous comprenez que quelque part, comme il a dit, il y a beaucoup de choses encore qui... C'est comme si la guerre n'est pas prête à s'arrêter là. Donc, ma foi, comme il le disait, il y a eu beaucoup de manquements. Mais j'espère qu'avec la réunion de demain, on peut encore rattraper quelque chose. Si jamais l'Africafoot s'y rend. Et qu'elle s'y rende vraiment. Ce sera possible, Jean-Paul Fondio. Merci de me permettre de parler. Vous savez, je ne sais pas souvent arracher la parole. C'est un débat. C'est un débat. C'est interactif. Moi, j'aime bien écouter. J'aime bien écouter. Et j'espère que vous allez m'écouter aussi. C'est un débat, M. Fondio. C'est pas un monologue aussi. C'est pas un monologue. Voilà. Grand frère, vas-y. Allez-y, on ne prie pas le temps. Oui, j'aime bien utiliser les métaphores pour m'exprimer. Quand nous étions enfants, si vous prenez par exemple une ardoise, vous mettez un aimant en dessous, vous versez une salière de limaille de fer au-dessus, eh bien, la salière, non, pas l'émail va prendre la forme de l'aimant qu'il y a en dessous. Si c'était vert, avant on dit, bon, ok, ça c'est par hasard que c'est arrivé, on prend une autre couleur, mais ça va retrouver exactement les mêmes lignes de force. Je prends cette métaphore pour expliquer quoi. Les problèmes à l'Africafoot n'ont pas commencé aujourd'hui. Depuis l'époque du président IA, il y avait déjà des problèmes. Mais il y avait quand même des résultats qui faisaient en sorte que, ça ne marche pas très bien, mais quand même on a gagné. Après le président, hier, on a nommé son secrétaire général, Tom Biaroko, il y avait toujours des problèmes. Après, on a nommé un comité de normalisation. Où on a le président de ce comité, c'était l'ancien ministre des Sports, c'est-à-dire la tutelle lui-même qui est descendu sur le terrain pour normaliser. C'est encore lui, c'est le président qui avait écrit les textes qui sont querellés aujourd'hui. Et c'est encore lui qui l'a signé en tant que président du comité de normalisation. Donc c'était quelqu'un qui était extrêmement intelligent. Il a réussi à piéger l'Africafoot avec un article qui est passé de manière subtile. Et à l'époque, ils ont dû donner une copie à la FIFA et la FIFA n'avait rien trouvé ou alors ils n'ont pas eu le temps de lire. C'est aujourd'hui qu'ils sont partis. Oui, ils se sont rendus compte qu'en fait, il y avait un piège dedans. Après, dans l'éminent professeur, il y a eu un autre comité de normalisation. C'était Maître Happy, un super avocat qui était même l'avocat de Samuel Eto'o. On disait, ouais, il n'a rien normalisé non plus. Après, on a pris un prince. J'ai dit, ok, on va. Ça n'a pas marché non plus. Aujourd'hui, à un moment donné, les footballeurs se sont dit, mais ça ne marche pas. Il est temps que nous prenions notre destin en main. Qu'on donne la gestion du football aux footballeurs. Parce que quand c'est les civils là qui gèrent, on est mal logé, on ne nous paye pas à temps, et puis il faut absolument qu'on nous donne notre fédération, nous allons gérer ça nous-mêmes. Alors, on a donné la fédération à M. Eto'o. Il a pris le capitaine de l'équipe, le capitaine emblématique, il l'a nommé comme coach, parce qu'on leur a donné alors tous les pouvoirs. Maintenant, on prend le meilleur attaquant de l'Afrique comme président. On donne les clés des stades au meilleur gardien de l'Afrique. Il ferme les stades et que si vous ne payez pas, vous n'entrez pas. Je ne sais pas comment on faisait à l'époque pour jouer. Est-ce qu'on payait? Je ne sais pas comment ça se passait. Donc le meilleur attaquant, il est le président. Le meilleur gardien, il est le gardien des temples, il ferme les portes. Le meilleur coach, celui qui a apporté le Hemley, le capitaine emblématique, c'est lui qui entraîne. Et ça ne marche toujours pas. Cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, depuis des années, on est en train d'apporter des solutions superficielles à un problème de fond.
Merci. Sully, si un bon médecin demande d'abord d'aller dans un laboratoire biologique pour savoir quelle est l'origine du mal qui est en train de ronger le malade, il ne soigne pas les symptômes. Il soigne le mal à sa racine pour être sûr que ça ne reviendra pas. Maintenant, où est c'est quoi donc le problème? Les footballeurs ont échoué, les civils ont échoué, les docteurs, les professeurs, tout le monde est passé, il y a toujours des problèmes. Ça veut dire qu'il y a un problème quelque part dont on n'arrive pas, ou alors on ne veut pas chercher à comprendre. Et moi, j'ai une petite idée là-dessus. Je crois que c'est un problème métaphysique et c'est un problème spirituel. Monsieur Eto'o, l'autre jour, a donné une esquisse de la solution. C'est-à-dire, quand nous, ici, un problème nous dépasse, nous nous en référons à la direction. Monsieur Eto'o a dit, bon, après les excuses, après le baiser de Judas qui se sont donnés, on dit, ok, maintenant, ce que vous ne savez pas ici, chez nous, à la fin de chaque réunion, si ce n'est pas une prière, nous nous en remettons à plus grand que nous en chantant l'hymne national de notre pays. Alors, que dit l'hymne national du pays, le premier couplet? Cameroun, berceau de nos ancêtres, va debout et jaloux de ta liberté. Voilà. Est-ce que nous sommes alors libres? Si, à 64 ans après l'indépendance, nous en sommes encore allés chercher un Belge pour venir entraîner, pour venir sélectionner. Ça, c'est un débat récurrent. Oui, donc, maintenant, est-ce que ce n'est pas un aveu d'échec qu'on n'est pas capable? Peut-être avant de poser, d'essayer de... Voilà, donc, on va remettre le cap sur les États-Unis. Est-ce que dans un pays où il y a une vingtaine de médaillés olympiques, des champions d'Afrique, on n'arrive pas à trouver une personne qui va écumer les stades du monde pour chercher les noms à consonance camerounaise? Bergson était là, hein, donc on l'a également critiqué. Finalement, c'est parce que les Camerounais veulent à la fin. C'est vrai que c'est Bergson qui était là. Donc, Fernand Nkam, on remet le cap sur les États-Unis pour retrouver Fernand Nkam. J'espère que cette fois, c'est la bonne. Fernand, quel est votre regard sur la situation actuelle entre le ministère des Sports et la Fédération camerounaise de football? Est-ce que c'était une crise inévitable? Déjà, je voudrais dire merci aux nombreux téléspectateurs de votre chaîne, en plus aux panélistes que je connais particulièrement, et je suis très intéressé par la qualité du débat. Je voudrais dire que cette crise, elle n'est pas actuelle. Elle perdue depuis de nombreuses années. Il se trouve simplement que cette fois-ci, ça a pris des proportions inattendues. Et il faudrait noter que les enjeux ne sont pas simplement sportifs. Dans cette crise, vous avez des enjeux économiques, des enjeux, maintenant ça prend une dimension politique. Et je pense pour ma part que, compte tenu du fait qu'on a des échéances qui approche, notamment le match Cameroun-Cap-Vert de samedi, 8 juin, et le match mercredi 11 avec l'Angola. Il est question pour nous aujourd'hui de laisser de côté certaines querelles et de préparer, de chercher des voies et moyens pour retrouver la sérénité dans la tanière. Et je pense pour ma part que depuis la dernière correspondance de la Fédération camerounaise de football, signée du président de la FECAFOOT, ça il faut le noter, parce que les autres correspondants étaient signés du secrétaire général de la FECAFOOT. Maintenant, je pense que le président de la FECAFOOT est descendu son piédestal. Il a fait une bonne main tendue à l'État en signant, le président lui-même a signé cette correspondance, et le ton, le style ont changé. Ce n'est pas la même chose que par le passé. Ça suppose que par cette correspondance, je pense pour ma part qu'il a déblayé le terrain pour une pacification. On ne peut pas oublier tout ce qui s'est passé les semaines précédentes, mais de toute façon, on peut pardonner et préparer sereinement cette compétition. On a besoin d'une harmonie. Et tant que les différentes parties, quand je dis les différentes parties, ça veut dire le peuple camerounais, si le peuple camerounais n'est pas soudé derrière cette équipe, on aura des difficultés à franchir les deux étapes. Ce n'est pas... Le Cap-Vert a été toujours une équipe difficile à manœuvrer par le Cameroun.
l'Angola également, mais nous connaissons beaucoup plus l'Angola sur le plan de handball. Mais sinon, c'est une bonne équipe également. Donc, il faudrait qu'on se prépare déjà, pas sur les entraînements, c'est bien beau, mais un match de football, ce n'est pas simplement les entraînements. Il y a tout autour, beaucoup d'autres aspects qu'il ne faut pas négliger. Il faudrait que dans la tanière également, qu'on ait des gens, des préparateurs psychologiques qui puissent parler à ces enfants. Parce que des images que nous voyons maintenant à la télé, sur les réseaux sociaux, démontrent que ces gars, on a le sentiment qu'ils sont libérés. Parce qu'ils sont libérés, ils peuvent faire quelque chose de formidable. Donc, pour revenir à la question, cette crise n'était pas évitable. Elle n'était pas évitable pourquoi? Les enjeux surtout, pas sportifs, mais les enjeux économiques. Vous savez, lorsqu'on a parlé, vous avez dans l'une des correspondances, on parlait des sponsors, il y a des contrats qu'on a signés, One All Sport, etc. C'est de l'argent et que personne de nous, vous qui êtes en studio et moi-même qui suis ici, personne ne peut vous dire avec exactitude combien de milliards ou de millions brasse le football camerounais. Donc l'enjeu est beaucoup plus économique. Vous avez, et vous connaissez tout ce qu'il y a comme procès avec le corps sportif, etc. Donc pour ma part, je dis que cette crise était inévitable. Inévitable parce que quelque part la FECAFOOT a perdu, comment dirais-je, a perdu ses pouvoirs, parce que la convention qui a été signée, quand vous lisez la convention, on vous dit d'emblée que l'intervention de l'État ne sera pas considérée comme une ingérence. C'est écrit noir et blanc dans la convention. Aujourd'hui, on se rend compte sous Eto'o, parce que cette convention n'avait pas été signée sous Eto'o, c'est pour ça que je dis que cette crise était inévitable. Même Eto'o lui-même l'a dit quelque part avant, que la FECAFOOT était liée à la fédération, au ministère. Maintenant que la situation se présente, il y a des enjeux économiques qui empêchent qu'il y ait la sérénité dans les relations entre l'État, parce que je dis le ministère de tutelle, entre l'État et la FECAFOOT. Donc, c'était inévitable. Inévitable surtout pour l'enjeu économique. Maintenant, le sport qui est un facteur de socialisation, il faudrait qu'on fasse de l'attention avec cette gestion de la crise entre le ministère et la FECAFOOT, parce que ça prend des proportions incontrôlables. Il y a un responsable de la douane qui vient d'être sanctionné, mais il ne faudrait pas que cette affaire puisse avoir des dégâts collatéraux imprévisibles. Donc, pour le moment, laissons de côté la crise entre la FECAFOOT et le ministère, préparons le match, et ensuite, après les deux matchs, on verra comment organiser la suite avec la révision de la convention, qui éventuellement peut ne pas être modifiée là où les gens attendent. Parce que la FECAFOOT avait déjà laissé le terrain, assez d'espace à l'État, et je ne pense pas que l'État peut concéder tout ce que la FECAFOOT lui avait cédé. Merci beaucoup, Fernand Nenkam. Je pense que sa chute mérite quand même réflexion. Coach Bilet Tanga, là, il dit, comme on le rappelait sur ce plateau, la FIFA qui a quand même donné un canevas, aller modifier la convention de 2015 dans les plus brefs délais. Coach Bilet Tanga, est-ce que ce sera possible? Là, on a écouté Fernand qui dit clairement que la fédération a perdu beaucoup de pouvoir. Et est-ce que de l'autre côté, on pourra aussi accepter justement de laisser et de donner tous les pouvoirs à la FECAFOOT? Il dit que c'est une affaire de négociation, donc ils vont entrer en négociation, et quand on entre en négociation, ça veut dire que chacun accepte de perdre quelque chose. Et là, en l'occurrence, si c'est la fédération qui va demander de réviser la convention, elle devra accepter. Donc, puisque l'État dans la situation où il y a là, donc l'État pour la convention, elle lui convient, si je peux dire ainsi, surtout au niveau de l'article 15 invoqué par Fernand. Et vous allez demander à l'État de cette partie-là qu'on enlève, je pense, parce qu'en fait, chacun va accepter de perdre quelque chose quand on est en négociation. Mais là, en l'occurrence, je ne pense pas que l'État est très partant pour cette négociation-là. Dans auquel cas, c'est le demandeur qui va peut-être être amené
à entrer, à lâcher du lest par rapport à certaines choses pour amener l'État peut-être à accepter des modifications dans le sens où la fédération le voudrait. Mais les négociations, oui, ça reste possible. Mais bon, on va voir. Vous n'êtes pas très convaincu, hein? Coach Ernest Mabouka? Il n'avait pas fini. Bah, je pense qu'ici, on a suivi l'essentiel. Il faut aussi évoluer, hein, coach. Moi, je crois que la FIFA a demandé aux deux parties d'aller s'entendre, ce qui veut dire que la FIFA est arbitre. La FIFA pourra ne serait-ce que dire à la FECAFO ce qui ne lui convient pas selon ses lois et règlements. Parce que la FIFA est apolitique, vous comprenez un peu. Donc l'arbitre qui est la FIFA a finalement sûrement dit quelque chose à la FECAFO que lui n'aimerait pas que dans cette convention ça puisse exister. Donc c'est, comme a dit Billy Tanga, c'est les deux parties qui vont s'asseoir et puis s'entendre. Et comme arbitre, je suis apolitique, je n'aimerais pas que les affaires politiques puissent entrer dans ma maison parce que, vous savez, la FIFA, aujourd'hui, étant arbitre dans des fédérations, a des lois et règlements. Hein. Donc, c'est ce que je peux dire. Voilà. C'est un peu aussi la même lecture, Jean-Paul Fondio? Non, je n'ai pas la même lecture, forcément. La FIFA a demandé qu'on aille réviser la convention, mais il n'y a pas une coercition, on n'est pas obligé. Parce qu'en fait, la convention ne viole pas les dispositions. Voilà, la convention ne viole pas et on n'a pas mis le couteau à la tempe pour demander à la fédération de signer. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il faut que... D'ailleurs, cet article-là n'est applicable que si la fédération ne fonctionne pas normalement. Le président est intervenu parce qu'il a constaté un dysfonctionnement. Il a donc demandé à son ministre de mettre de l'ordre parce que l'État consent beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts, rien que pour le football. Nous qui sommes dans la boxe, l'État n'a jamais donné de l'argent pour payer les boxeurs, on se débrouille nous-mêmes. L'État donne tout aux footballeurs et eux, les résultats ne suivent pas. Donc, le chef de l'État prend donc demande à son ministre de tutelle de régler ce problème. Le ministre aurait même pu venir dire au chef de l'État que, bon, Excellence, je trouve que la solution à ce problème, c'est qu'on retire l'agrément à cette fédération, qu'on reparte à zéro, qu'on rebâtisse l'édifice sur des bonnes bases et tout. Le ministre avait ce pouvoir, étant donné que le président le lui a demandé. Il ne l'a pas fait. Il a plutôt préféré colmater les brèches et tout ça. Mais ça ne résout pas le problème. Je ne vois pas à quel moment ils vont encore s'asseoir pour retirer cet article qui donne le plein pouvoir au ministre de nommer, en cas de désaccord, un staff et de mettre à la disposition de la fédération. Et puis, il faut aussi dire quelque chose quand même. On nous demande notre opinion par rapport à un conflit des oligarques, c'est-à-dire que c'est des personnes qui ont décidé entre eux de manger la viande et de nous laisser l'os, et puis on est là. On ne va pas rentrer aussi dans l'exagération, on reste quand même sur les faits, on analyse les faits. On reste sur les faits, d'accord. Mais à l'allure où vont les choses, je ne vois pas ces personnes s'asseoir pour modifier une convention qu'elles ont signée sans y être contraintes. Serge, je voudrais quand même dire quelque chose. Rapidement avant l'intervention. C'est que oui, ça a été dit tout à l'heure, c'est le professeur Joseph Ona qui malheureusement est parti de regretter mémoire, lui qui a été l'artisan de tout cela, m'a dit. Il nous a laissé quelque chose qui finalement va faire des problèmes plus tard quand lui il sera pas là. Il faut dire, il a fait juste un passage au niveau de la Fédé, mais c'était un haut commis de l'État. Donc peut-être que ça a joué au moment où il faisait ce texte. Alors Serge, modification de la convention, possible ou pas?
Oui, au départ, il faut voir la genèse. Hein. Ils ont épilogué longtemps sur les présidents qui se sont succédés à la tête de la fédération. Bon, la convention, je crois, elle arrive en 2015. Et moi, je pense qu'il aurait été de bon ton, lorsque le président de la fédération actuelle arrivait à la tête du truc fêtier du Cameroun, en matière de football, il aurait été de bon ton qu'il s'intéresse, qu'il s'attaque à ce genre de situation. Au contraire, il s'est plutôt attaqué directement à Conceição, il s'est attaqué au coq sportif, il s'est attaqué à ceci, des choses qui en fait n'étaient pas très importantes en ce moment-là. Au jour d'aujourd'hui, structurellement, c'est-à-dire qu'il devrait d'abord s'attaquer, et quand il arrive, il dit quelque chose de très sérieux qu'il va faire un audit. Et à un moment où tout lui était pratiquement accordé. Voilà, parce qu'il avait encore toutes les grâces de tout. Et puis, tout à l'heure, quand vous avez dit, bon, et c'est ça vrai, on lui a donné. Et quand Mabouk a dit que la FIFA, le truc est apolitique, dans les fédérations en Afrique, généralement, ce n'est pas apolitique. C'est généralement, ça se choisit en haut lieu. Celui qui va diriger la fédération se choisit en haut lieu. Et je me dis que structurellement, au lieu de s'attaquer aux choses, je ne sais pas, de seconde zone, voilà les problèmes auxquels il devrait s'attaquer. Et il est tellement bien entouré parce que parfois quand vous lisez les correspondances qui sortent de la Fédé, vous trouvez beaucoup de sens de droit dedans. Il faut être assez élevé intellectuellement. Il faut même avoir certaines bases de droit pour pouvoir comprendre. Moi, parfois, quand je ne comprends pas, j'appelle certains collègues qui se sont frottés au droit pour qu'ils essaient de nous expliquer. Et je pense que c'est des choses qu'ils devraient prendre en compte lorsqu'ils sont arrivés à l'Africa Foot. Comme il est en venu de dire tout à l'heure là que tout leur était accordé. Peut-être qu'en ce moment, ils auraient certainement créé une situation qui pouvait permettre qu'on modifie la convention. Maintenant, à l'état actuel des choses, c'est très compliqué. Puisque là, il y a eu des situations où on peut se dire qu'il y a eu la défiance vis-à-vis de l'État. Et maintenant, comment est-ce que l'État va se plier? C'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Mais il s'agit quand même si c'est compliqué, de dénoncer quand même la Convention. Moi, je dis que si, parce que cette situation dure depuis pratiquement déjà un mois et demi, lorsqu'ils avaient écrit à la FIFA, une lettre que le ministre avait d'ailleurs demandé à avoir, ils lui ont répondu que tu n'es pas obligé de voir ce que nous avons écrit à la FIFA. Lorsqu'ils ont écrit à la FIFA, moi je parle des faits, hein, j'analyse les faits. S'il y a quelque chose de faux, nous sommes nombreux, d'autres sont aux États-Unis, d'autres sont ici, ils pourront nous corriger. Alors, en ce moment-là, ils auraient d'abord pu commencer par dénoncer la Convention. Et lorsqu'ils avaient dénoncé la Convention et que l'État ne bougeait pas, je pense donc en ce moment, la FIFA pouvait se retrouver beaucoup plus de leur côté. Et leur dit, bon voilà, il y a eu ceci, il y a eu cela. Mais au lieu de ça, ils sont plutôt allés vers l'affrontement. Et l'affrontement qui aujourd'hui ne nous honore pas. Dans l'état actuel, je réponds à la question, pour qu'on puisse modifier cette convention, ce sera quand même difficile. Mais pas impossible. Billet a jeté les jalons là tout à l'heure que lorsqu'il y a négociation, lorsque les gens s'asseyent à une table, quand vous entendez guerre Iran, Irak, guerre ceci, guerre cela, quand les gens s'assoient sur une table pour discuter, chacun donne du lest. Chacun donne du sien pour qu'on arrive à un consensus. Et puis maintenant, il faudrait également que lorsqu'on le fait, qu'il y ait quelqu'un qui soit indépendant à la fin, pour pouvoir nous dire à la fin également, comme je le disais, voilà ce qu'on s'est dit, et voilà, on s'est entendu sur ceci ou sur cela, parce que beaucoup de personnes vont découvrir la convention là, quand il y a les problèmes. Beaucoup de personnes ne savaient pas qu'il y avait cette convention qui existait entre le ministère. On parlait plutôt c'était du décret de la réorganisation des équipes nationales. Mais on avait fait abstraction, autant pour moi, à cette convention qui est bel et bien là. Et en son article 15, Billet en a dit tout à l'heure que ce n'est pas considéré comme une ingérence de l'État, le fait qu'ils prennent des gens et qu'ils mettent à disposition. Donc pour moi, je pense... Cela répond peut-être à ceux qui estiment que la FIFA devrait peut-être sanctionner le Cameroun pour ingérence. Non, la FIFA ne peut pas sanctionner le Cameroun pour ingérence quand nous établissons les faits tels que je viens de le faire. Si la FIFA est juste envers elle-même, elle nous a dit allez faire ceci. Bon maintenant, je ne sais pas s'il y a un degré d'ingérence qui permettra à la FIFA de pouvoir le faire. S'il y a un degré, si nous étions au premier volet, d'accord, maintenant. Mais si ton membre
vient se plaindre chez toi, tu dis va faire ceci, il ne le fait pas. Il vient encore se plaindre. Je ne sais pas comment, est-ce que ça devrait se passer. Moi, je ne sais pas comment la FIFA ferait. Bon, on nous a dit qu'ils seront ici, mais je ne pense pas qu'ils sont là pour gérer ce genre de situation. Généralement, quand il y a un match en période FIFA, les émissaires de la FIFA sont toujours au Cameroun, pas au Cameroun, même partout où les matchs se jouent, pour suivre les matchs en question. Je me souviens... C'est eux qui gèrent les matchs. Oui, c'est eux qui gèrent les matchs. Je me souviens même une fois, là, il y a eu un match au Cameroun où les gens étaient très très nombreux. Il y a un Tunisien qui était l'envoyé de la FIFA, il avait demandé que le match peut-être ne se joue pas. On a dû le convaincre, je me souviens, je vais me retrouver tout à l'heure, on a dû le convaincre que non, c'est comme ça que nous faisons. C'est parce que pour lui, le stade était archi bondé. C'est-à-dire que le nombre de spectateurs, le nombre de places était littéralement en deçà de ce qui était prévu par rapport au nombre de spectateurs qui étaient au stade. Il a pensé peut-être qu'on pouvait avoir des problèmes, un crash où les gens peuvent se piétiner et autres. Donc, ils sont toujours là. Ce n'est pas forcément pour venir voir. Mais certainement, je pense qu'ils seront là aussi pour essayer de voir ce qui se passe exactement. Et un rapport sera rendu. Et comme quelqu'un a dit tout à l'heure, qu'on enterre un peu la hache de Caire, le temps de 2 matchs, et qu'on revienne voir ce qui se passe. L'Africa Foot a fait un communiqué, tel que je l'ai expliqué tout à l'heure. Il a mis l'empilation au Premier ministère et cabinet civil. Le ministre aussi a répondu en disant que la suite continue comme à l'accoutumée. C'est-à-dire que nous allons faire une autre réunion de préparatoire et tout le monde est invité. Qu'ils viennent s'asseoir et qu'on discute et qu'on accepte pour un temps soit peu. Que là maintenant, c'est la tutelle qui t'appelle, viens quand même si elle est bête. Permet quand même une minute, un temps soit peu. Je voudrais me dire quelque chose. Dans la situation où on se trouve actuellement, où c'était un affrontement vraiment où on ne savait plus comment s'en sortir, l'attitude de la fédération est vraiment à saluer. C'est-à-dire au-delà de tout ce que la fédération à un moment accepte que ok, au moins, sauvons d'abord, bon, je mets le d'abord entre guillemets parce que je ne sais pas si c'est le d'abord, mais sauvons au moins d'abord les 2 matchs qui vont arriver. Donc, elle était dans une situation où, comment dire, dans une situation d'apaisement, même si c'est un apaisement temporaire. Et ce n'est que ça qui va nous permettre. Mais il y a quand même aussi un petit bémol. Là où la fédération dit que pour que je donne des équipements, fais-moi une demande écrite. C'est normal. Ça pose problème. Ça pose problème. Je pense peut-être que c'est sur le plan administratif, mais bon, sur le plan administratif, peut-être la réunion de demain va... On va arriver là. C'est le sponsor qui te dit... On va arriver là. Parce que quand je parlais du manquement, vraiment j'ai eu la chance de travailler avec un coordonnateur CAF. Oui, vas-y. C'est la même chose à la FIFA. Ceux qui vont arriver demain, il y aura un coordonnateur de ce match. Oui. C'est lui qui va donc installer tout ce qui va se passer dans ce stade. Nous sommes sur la demande écrite de matériel. Écoutez, dans cette demande... Là, dans ce que tu dis, moi je n'ai pas de souci. Parce que tu as travaillé avec le coordinateur, tu as l'expérience. Je vais donc te répondre. Mais je dis que dans la correspondance et administrativement... c'est pas normal que l'Africa Foot demande qu'on fasse une demande écrite pour prendre le matériel. Bon, je vais donc vous répondre. Comme vous voudrez bien. C'est très simple. On commence le premier jour du stage sans tenue. Okay? Il y a eu un incident. Parce que ça, c'est un incident qui s'est passé à la veille du match. Où le coach dit que j'aimerais travailler avec ce staff, pas ce staff. Ceux qui sont de la fédération. Ça aussi, c'est anormal. Ceux qui sont de la fédération. Pourquoi le coach ne les a pas mélangés que vous trouvez notre dans les trucs. Si on lui a dit de choisir, moi, je choisis tout le monde, on travaille. S'il y a vraiment besoin dans mon stade, c'est un problème. Je donne le travail à tout le monde. Après, il faut c'est sur le travail. Oui, c'est l'argent pour payer. Il vient de dire tout à l'heure qu'on a tout donné aux footballeurs. Le logistique. C'est pas ce que Jean-Paul a dit. Il y a un kit manager, celui qui se charge des équipements, comme vous avez dit. Ça veut dire que dès que tu entres dans ta chambre, tu trouves ton équipement. Voilà. Ça veut dire que l'Africa Foot arrive avant, trouve qu'ils sont blocus. Ceux qui ont les kits et autres ne peuvent pas entrer dans les chambres parce qu'il y a blocus. C'est quand on les renvoie donc, vous ne faites pas partie du match. C'est pour ça que le comité s'est assis et a écrit comment enlever du match. Maintenant, quand je ne suis plus organisateur de ce match, qu'est-ce que je fais? Toi qui veux donc le matériel, tu dois écrire. Tu dois écrire une lettre puisqu'il y a un sponsor, M. Fodjo, il y a un sponsor qui habille l'équipe nationale du Cameroun. Et il y a des sponsors et autres sur les maillots des Lions indomptables. Que la FIFA et le problème est à quel niveau avec le sponsor? Non, puisque ça existe. Regarde, vous ne pouvez pas aborder un maillot
qui n'est pas estampillé selon les sponsors que la Fédération camerounaise a signé. Peut-être que la Fédé se protège en même temps. Vous comprenez un peu? Il doit se protéger parce que on vous a demandé de ne pas gérer ce match. Vous n'êtes pas dans la gérance de ce match. Vous comprenez, M. Fodjo? Comment la Fédération doit se protéger? Moi, je ne comprends pas. La Fédération, avec sa tutelle, discute d'égal à égal. Il y a quand même un rapport de hiérarchie. De hiérarchie. Eux-mêmes, ils disent souvent, tu me donnes... nous allons nous référer à notre hiérarchie. Est-ce qu'un enfant discute d'égal à égal avec son père? Je ne comprends pas cette histoire. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire si le ministère veut les équipements, la fédération donne les équipements. Point barre. Ah oui, ça va de soi. On pouvait mettre dans la lettre. Moi, je suis dans l'apaisement. Non, je dis... Le ministère n'a pas demandé. Je mets également à votre disposition. Est-ce qu'il a besoin de demander? Le coach, on devait juste envoyer le garde matériel. Le garde matériel, on lui dit va faire ceci. Il peut dire le garde matériel qui a été chassé, monsieur Fodjo. Le garde matériel qui a été chassé à la veille. La veille du stage. Non, le garde matériel n'a pas été chassé. C'est le coordonnateur qui a été chassé. Non. Quand on parle de coordonnateur, c'est lui qui coordonne tout. C'est-à-dire, ça veut dire que le coordonnateur qui a été nommé par la FECAFOOT, c'est lui qui a été chassé. Il y a aussi un autre coordonnateur de l'autre côté. Que la FECAFOOT ne reconnaît pas. Voilà, et que le ministère aussi ne reconnaît pas. C'est pour ça que je dis donc que voilà là où il y a eu incident. Voilà. Vous comprenez un peu? Il y a réunion demain, donc ils vont régler ça. Ils vont régler ça. La seule chose que j'aimerais dire, c'est que de ceux qui viennent demain, c'est les émissaires qui viennent demain. Peut-être, ils ont eu derrière la lettre que la fédération a écrite et ce qui s'est passé aujourd'hui. Il faudrait qu'on essuie ces petites erreurs que nous avons fait avant pour de demain. Parce que après la réunion au ministère, ils ont leur propre réunion de coordination de ce match. Il n'y a pas de souci. Vous comprenez un peu? Donc c'est pour ça que dans la lettre de la Fédération camerounaise de football, vous voyez que la Fédération est en train de se protéger parce que il y aura des gens accrédités pour ce match qui doivent s'asseoir sur le banc de touche. Il y a d'autres qui ne seront pas accrédités. Et là, c'est pour ça qu'il faudrait qu'il y ait un temps dans la réunion au ministère et que tout le monde puisse savoir que voilà donc les gens. Parce que je crois que celui qu'on va envoyer demain au ministère va montrer la liste des gens accrédités pour le match. Pour une bonne entente, il faudrait que ça s'arrête là et qu'on aille à l'avant. Ouais. C'est ce que moi je peux donner comme voilà, peut-être avant de vous proposer la séance d'entraînement de l'équipe aujourd'hui, quelques messages, il y en a tellement, je ne sais pas, je ne vais pas pouvoir tout lire. Bonsoir à tous, cette convention n'a aucun problème, elle est juste mal interprétée par un camp. Ça, c'est Xavier de Yaoundé qui nous envoie ce message. Serge, super analyse. En plus, tant que la FECAFOOT ne s'autofinance pas, elle sera toujours sous tutelle du ministère. Albert Ateba depuis Domta. Merci. Depuis Domta, je crois. Je ne sais pas. Quelle localité? Merci, M. Ateba. En tout cas, merci de nous regarder. Est-ce qu'une convention est au-dessus d'un décret présidentiel? Samy Djibouta, c'est aussi une préoccupation qui revient. Le décret au-dessus de tout. Dans le décret au-dessus de tout, dans le cadre d'espèces, moi, dans mon entendement, cette convention est comme un texte d'application pour moi. Voilà. Alors, j'aimerais savoir si les textes invoqués permettent au ministre d'être l'organisateur du match de samedi. Non. Je suis d'accord que le MINSEP fasse une demande écrite parce que le coordonnateur de la FECAFOOT n'est pas dans le staff et les sponsors sont avec la FECAFOOT. Alphonse depuis soir, c'est du côté de Yaoundé. Le ministère va pas faire. Il n'y aura pas de lettre. Il n'y aura pas de lettre. Non. Et ça va se passer comment alors? Après la réunion tout va se distribuer parce que la séance d'entraînement, je crois, la veille du match, vous avez vu que dans le terrain d'entraînement, il n'y a pas estampillé FIFA et autres tout autour du stade parce que c'est un match officiel de la FIFA. Vous comprenez un peu. Donc il faudrait que ces décors-là puissent s'implanter parce que la FIFA va envoyer ses photographes, va envoyer une équipe pour filmer tout, parce que dans leur
website, il faut mettre toutes les images. Ouais. Attends, et continue. Bon, je suis même énormément de messages ce soir. Un très bon débat de la part de Madame Lepna qui nous écrit depuis Oyoma-Ban. Voilà. Bon, on va peut-être continuer tout à l'heure. Hein, si quelqu'un refuse que tu accèdes aux chambres, comment est-ce que tu sauras qu'il n'a pas de matériel? Patrick de Yaoundé, pour revenir un peu sur la préoccupation évoquée tantôt. Pour les minutes qui nous restent, on va vous proposer de regarder la séance d'entraînement des Lions indomptables aujourd'hui du côté de Yaoundé. Une séance d'entraînement qui était ouverte au public. Inès Pangan. Moment de communion apprécié entre joueurs et supporters ce 5 juin 2024 au stade Omnisport de Yaoundé. L'ambiance qui prévaut au cours de cette séance d'entraînement ouverte au grand public met en confiance le 12e joueur. Les garçons affichent une mine joviale et nous sommes plutôt tranquilles. On espère que le Cap-Vert, qui a souvent été notre bête noire, va nous permettre de remporter, de rentrer avec nos 3 points. Nous voyons la motivation de nos frères qui sont mobilisés aujourd'hui. Et ce que nous pouvons demander à tous nos frères qui sont à la maison de se mobiliser ici samedi pour que nous venions accompagner nos confrères qui sont au stade et pour que nous puissions avoir une victoire et de se qualifier, qu'on ne se mêle pas de ce qui se passe entre l'Africa Foot et le ministère. Nous on se concentre sur notre vert jaune. C'est vrai, nous traversons une période difficile, mais je pense que nous sommes là pour donner le courage aux Lions indomptables afin qu'ils puissent avoir tout le maximum de soutien possible pour qu'ils puissent nous livrer un spectacle de haut de gamme. Un état d'esprit qui tient tout de même compte de l'équipe du Cap-Vert. La belle performance de celle-ci à la dernière Coupe d'Afrique des Nations ne devrait pas être anodine. Les requins bleus sont allés jusqu'au quart de finale de la CAN 2023. C'est vrai que l'équipe en face, c'est une équipe redoutable, ça il faut le reconnaître. Vu les performances de cette équipe à la dernière CAN, ce n'est pas un adversaire à prendre à la légère. Donc, il faudrait que les Lions soient à la hauteur, qu'on se prépare mûrement. Et que nous, le 12e joueur, qu'on fasse aussi notre travail. On a vu les adversaires à la CAN. Oui, ce n'est pas une équipe à prendre facilement, c'est une équipe à prendre au sérieux. C'est qu'on les demande seulement sur une victoire. La rencontre de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 se jouera ce samedi 8 juin 2024 au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé à 14h précises. Voilà, et c'est Bouba depuis Yoka qui demande quel est le staff qui va justement être présent sur le banc de touche de l'équipe nationale, le staff technique du ministère, voilà, qui a nommé. Le staff de Marc Brice, tout c'est un peu la question que tout le monde se pose en ce moment. Et peut-être d'ici à samedi, on aura peut-être je le dirais très clair, les entraîneurs accrédités par la Fédération camerounaise de football qui seront assis au banc de touche. Voilà, Ernest Mabouka. Parce que sans accréditation, vous ne pouvez pas. Et la seule entité qui peut accréditer tous les entraîneurs, c'est la Fédération camerounaise de football. Mais la FECAFOOT a quand même un problème parce que ces 2 entraîneurs ont des soucis. Il y a un qui a été affecté, l'autre a demi. Laisse-moi terminer. Une lettre. Non, il n'y a pas de lettre. Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai vraiment pas vu. Ernest, s'il te plaît, je suis avec Bilé Tanga dans des plus gros forats et même Makeda. Lorsque quelque chose se passe à l'instant T, la Fédération camerounaise de football a écrit une lettre au ministère. Oui. Et est-ce que le ministère a donc répondu? À mon avis. Est-ce que le ministère a répondu favorablement? Le ministère a les moyens jusqu'au présent, ils sont affectés. De faire pression. C'est pour ça que je te dis que le staff dont tu parles là, il sera donc peut-être vide. Vous allez accréditer quelqu'un qui est affecté. On doit avoir l'accréditation. Non, pas du tout. Et on la voit. Monsieur Fodjo, je vous le dis clair et net. L'État a les moyens de pression. Quel moyen de pression? Écoutez bien. Faire pression sur la Ce qui concerne, Monsieur Fodjo, en ce qui concerne les accréditations, c'est les fédérations. Oui, il te dit donc que c'est les fédérations qui va permettre. La fédération à ce staff qui va accréditer. C'est pas demain. Ça a été fait depuis.
Non, oui. Non, on peut modifier. Non. C'est un match éliminatoire, c'est pas un tournoi. Ce n'est pas un tournoi, c'est un match éliminatoire. Tu as pensé avoir un coordinateur pendant un tournoi, c'est des matchs éliminatoires, il faut faire attention. Non, ce n'est pas les matchs. J'écoute, je dis bien que, voilà, vous devez envoyer une liste de réserve. Vous envoyez une liste au cas où tel n'est pas là, tel qui pourra être là. Vous comprenez un peu? Si la fédération a envoyé les deux listes, ça veut dire que du ministère et de la fédération camerounaise de football, ok? Au cas où l'autre n'est pas là, l'autre peut être là. Mais si la fédération envoie une liste, c'est elle qui est habilitée à envoyer la liste. On attend, ça veut donc dire que Brice sera dans assis. Non, ça va, pour Ernest, Marc Brice sera assis tout seul. Le match, il y a 4 personnes qui sont là. Ils ont 4 personnes. On est en fin d'émission, ce match Cameroun-Cap-Vert. Et l'autre. Le match Cameroun-Cap-Vert, ce sera une opposition de style. Ce sera une opposition de style. Vous savez que traditionnellement, les Camerounais sont un peu, on va dire, nous on est costaud, on est fort dans les duels de force et dans les duels de détente également. Donc ces duels peuvent être des duels décisifs, mais et on est également généralement endurant. Mais notre endurance, ce n'est pas par rapport à une forte intensité. Une intensité est souvent très élevée, mais on est capable de jouer souvent relativement longtemps. En face, il y aura sur le plan athlétique une équipe qui va vite, qui a des joueurs qui sont vivaces, véloces et tout, qui utilisent beaucoup de vivacité. Et même leur jeu, c'est-à-dire le style de jeu est un jeu technique qui va vite avec une bonne fluidité, alors que chez nous, il y a souvent quelque chose qui est en dehors de cela, on est au niveau de... Comment dire, au niveau des rapports de force, le Cap-Vert vient de faire une bonne CAN avec un staff technique qui est en place, qui est dans la continuité, qui a des repères, qui a terminé parmi les 4 meilleures équipes du tournoi. Le Cameroun est dans et donc c'est une équipe qui est dans la continuité, qui est dans la confiance, qui a beaucoup de repères avec tout ce qu'il faut. Donc, le groupe est formé et tout. En face, il y a l'équipe du Cameroun où il y a eu des changements au niveau du staff technique, de nouveaux joueurs qui sont arrivés, une équipe qui depuis la CAN n'a fait aucun rassemblement, n'a joué aucun match, et ainsi de suite. Avec laquelle il y a des problèmes. Donc c'est une équipe que nous-mêmes nous allons redécouvrir. Aucun de nous ici en tant que technicien ne peut prévoir déjà c'est-à-dire comment les Lions vont se comporter en s'appuyant uniquement sur le passé, parce que il y a eu comme une rupture. Donc c'est une équipe coach qui est là. Voilà, qui est en redécouverte. On ne connaît pas le projet de jeu du coach, on ne maîtrise pas sa philosophie, son credo ou autre, on ne connaît pas ses principes de jeu et le plan de jeu qu'il va mettre sur pied, qui normalement devrait être, comment dire, c'est-à-dire traditionnellement, donc en partant de son projet de jeu pour utiliser les forces et faiblesses c'est-à-dire de son équipe des Lions et pour par rapport à ce match. Et compte tenu de l'adversité qu'il y aura en face, nous ne savons pas encore réellement comment est-ce que cet entraîneur va gérer tout cela. Donc, ça fait que du côté du Cameroun, il y a des interrogations, il y a beaucoup de points d'ombre. Donc, on ne sait pas. Et c'est vrai, quand on voit les Lions s'entraîner, il y a une bonne ambiance. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important compte tenu du contexte actuel dans lequel le match est en train de se préparer, pour que les joueurs, au moins, puissent se libérer psychologiquement, se prémunir de tout ce qui se passe tout autour, afin qu'ils soient plus focus dans le match. Et cette bonne ambiance, elle est importante. D'ailleurs, dans les forats qu'on partait ensemble, oui, je l'ai souvent dit que c'est extrêmement important que cela soit ainsi. Et Dieu merci, il y a une bonne ambiance apparemment. Donc, par rapport aux images qu'on est en train de voir, il y a une bonne ambiance. Il y a des gars qui sont... Et là, ça leur permet donc d'être rapidement un groupe pour pouvoir aller. Maintenant, le groupe est en train de se continuer le football. Et le paradoxe qu'on a en même temps partenaire et concurrent, mais avec dans une bonne ambiance. Et compte tenu de ce qui est en train de se passer, je pense que les choix de l'entraîneur peuvent être facilement acceptés, digérés par le fait que les joueurs vont dire allons-y, jouons d'abord pour les destins personnels, on va les gérer au fur et à mesure. Voilà, bonsoir à Claubert Yompan qui nous regarde. Bonsoir également à Don Jumper Ringwe qui nous rappelle que dans le cadre de la 3e journée des 16 éliminatoires pour la Coupe du Monde FIFA 2026, la Tunisie a donc battu la Guinée équatoriale
L'Ivoire par 1-0 aujourd'hui. Coach, rapidement, ce match... Oui, je crois que le coach Billy Tanga a tout dit, mais le plus important, ce sera le message du coach. Ça veut dire que le message le plus important pour galvaniser ces troupes, parce que la philosophie du jeu et tout ça, nous ne le connaissons pas. Et le plus important quand un entraîneur arrive, c'est le message dans les vestiaires qui fait le poids. Parce qu'il n'a pas eu des matchs amicaux avant, il ne connaît pas la réaction des Camerounais, mais c'est ce message qui va passer le jour-là qui pourra, ne serait-ce que... Parce que quand un entraîneur gagne les vestiaires, il a gagné son match. Et je voudrais peut-être ajouter autre chose. Les images qui nous viennent des entraînements, j'ai vu quelques images d'hier, avant-hier également, je crois mardi, on est mercredi, oui, lundi soir, oui, mardi et aujourd'hui, mais les images qui nous parviennent, je me demande, là il me dirait, essayer d'aller, est-ce que le coach c'est quelqu'un qui aime le jeu? Parce qu'un entraîneur qui aime le jeu, vous prenez un entraîneur qui aime le jeu, vous allez voir rapidement le taureau, la maîtrise collective et tout, même dans les petits jeux d'entraînement, même à l'échauffement, il est toujours en train de tac, 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 les champs de paix et tout. Moi, je ne vois pas beaucoup ce genre de choses. Évidemment, on peut choisir toutes sortes d'entraînements, mais même le choix des exercices au jeu d'entraînement, ça relève, ça va, c'est souvent en droite ligne avec la philosophie, avec le projet de jeu qu'on veut mettre en place. Régulièrement, je vois, on fait... oui, c'est un bon jeu et tout, je ne refuse pas. Ça apporte même de la cohésion et tout, mais quand vous voulez apprendre à vous sortir d'un pressing adverse, notamment lorsque vous êtes en train de faire la circulation de balles, le jeu à la main ne va pas vous servir à grand-chose. Surtout donc j'attends encore de voir. Je voulais ajouter surtout le choix du pressing dans le projet de jeu. Parce qu'aujourd'hui, comme a dit Billy Tanga, il a dit le profil des joueurs camerounais. Est-ce que nous sommes bons dans le pressing? Dans quelle zone nous pouvons presser? Si le coach connaît tout ça, dans le taureau qu'il a fait, et savoir qui peut ne serait-ce qu'avoir cet instinct de pouvoir ne serait-ce que le premier à pouvoir harceler. C'est bien parce qu'une équipe comme l'équipe capverdienne, elle joue bien au ballon, elle sort bien le ballon, et il faudrait que nous soyons plus attentifs et très 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 regroupés dans le bloc équipe. Voilà. Juste un petit mot. Quelques secondes, et puis Serge va terminer. Oui, quelques secondes. Je suis persuadé que pour l'amour du pays, la fédération va accréditer le staff nommé par la tutelle. Et c'est souvent dans l'adversité qu'on reconnaît les animaux à sang chaud. L'équipe du Cameroun va se transcender. L'équipe du Cameroun va battre le Cap-Vert au moins par 3 buts à 0. Vous lisez dans une boule de cristal, on va les battre. D'accord. Et puis nous qui sommes pour chuter, non, nous sommes des adultes. Nous avons un devoir d'exemplarité. C'est-à-dire que les enfants demain devraient chercher à être comme nous. Le spectacle qu'on a vu là ne nous honore pas et ce n'est pas un enseignement que nous devons transmettre à nos enfants. Que l'Africa Foot revienne au bon sentiment avec sa tutelle, qu'elle donne les accréditations au coach et que le match se joue dans la sérénité. Et le matériel, ils vont tout donner, vous allez voir. Voilà. Pour chuter, justement, j'aimerais un peu dans son camp. Je voulais me poser la question, comme lui l'a dit tout à l'heure, que ce sera le staff nommé par l'Africa Foot qui sera ici. Comment vous allez venir vous asseoir sans avoir entraîné les gars pendant plus d'une semaine? Comment vous allez vous asseoir? Sur un plan technique. Non, sur un plan technique. Ça ne c'est écrit sur la lettre. Non, je dis juste, je me pose la question. Oui, peut-être que les autres ne vont pas tous s'asseoir, mais c'est compliqué de faire. Tu m'appelles maintenant de venir m'asseoir au banc. Je vais dire, je vais faire quoi là-bas? Je n'ai même pas travaillé avec ces gars-là, moi je les connais. Il y a quand même 4 personnes qui sont dans cette équipe. Les 4 personnes. Voilà la question que je me pose. Et moi aussi, je me dis que pour que Marc Brice retourne également la situation, il faut que ça passe par des résultats. Et le score, par exemple, qu'il a donné, si on peut aller dans ce sens-là, je pense que le stade va se retourner. Parce que l'entrée sera très difficile pour lui, compte tenu du fait que le président de l'Africa Foot est très populaire. Ça, il faut l'admettre. L'entrée sera très, très difficile. Mais maintenant, c'est à ces joueurs de pouvoir renverser la situation pour qu'au sortir de là, du samedi au soir, que nous soyons
au relais d'une belle victoire. Merci bien Serge, Ernest Mabouka, Jean-Paul et puis le coach Martin Biletanga. Merci également à vous, amis téléspectateurs, pour vos nombreux messages. On va évidemment continuer avec l'interactivité dans nos prochaines éditions. Merci à toute l'équipe technique, Eric Ngando qui était à la réalisation, Yvonne Mougou au maquillage, Zipierre au son, Landry Yossa derrière les caméras. Merci à André Toutom qui est également des nôtres ce soir. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.